Quelqu'un qui me racontait que son cofondateur, il avait exercé son shotgun pendant que lui était en vacances, genre en safari en Afrique, fait qu'il n'y avait pas de cellulaire puis rien. Puis là, ouais, t'as acheté une business puis t'as signé une convention avec ChatGPT, t'es là, ouais. OK, ben. Est-ce qu'on pense que le go-to-market va juste prendre de plus en plus de place puis être de plus en plus capital intensive? T'as plus besoin de lever du capital, mais c'est une bonne chose. Là. Enlève le chapeau de plus comme finance investissement, puis je mets le chapeau d'avocat. Dans un environnement compétitif, je vois mal comment tu pourrais insister pour te promener en cheval quand tout le monde est en Ferrari. Là. Guillaume Falardeau, bienvenue sur Ça se passe. Merci Frank. Comment ça va, mon vieux? Ça roule? Ça roule, je suis content. C'est notre 3e fois ensemble. Ouais. Une relation qui perdure, hopefully pour plus longtemps encore, d'autres. J'apprécie vraiment ta présence puis travailler avec toi. Mais il y a des gens peut-être nouveaux dans l'audience de Ça se passe qui te connaissent pas déjà, connaissent pas Léviat, ton background. Fait que fais-nous donc genre un topo de comment t'en es arrivé à fonder une firme légale, justement, qui est assez tech-enabled puis tech-first. Puis comment t'es tombé dans l'investissement aussi en même temps. Comme ça, on va avoir une bonne idée du moineau, puis après, on va creuser. Ouais. Ben pour le petit elevator pitch, là, fait que bon, Guillaume Falardeau, avocat de formation, aussi un bagage en finance. Donc, le one-liner, là, c'est je suis l'avocat fondateur puis le propriétaire de Léviat Légal. C'est un cabinet d'avocats boutique en capital de risque puis en technologie. Fait que, notre day-to-day, essentiellement, c'est on accompagne les SaaS puis les fondateurs à travers tous les éléments de leur croissance. Fait que, de partir la compagnie à structurer ça comme du monde, à les aider avec leurs investisseurs, à négocier des rondes de financement, vendre leur business. Dès que c'est une business de SaaS, de software, de technologie, c'est ça qu'on fait, c'est notre quotidien. Puis, pour le background un peu plus, là, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, ben évidemment, avocat de formation, toujours eu des projets de software dans le passé, comme une équipe ou un entourage de monde de SaaS. Là. Fait que pas mal de monde qui sont passés une couple de bons potes. Fait qu'on a eu des bots de poker, premier projet dans le temps du cégep. On a fait des algos de trading, ce qu'on appelle cross-dex arbitrage, fait de l'arbitrage de crypto. Ouais. On a fait des bots là-dessus. On a fait pas mal de trucs où ce qui touchait côté programmation puis finance. C'était comme l'introduction à comme l'entrepreneuriat tech. Puis là, après, évidemment, bon, j'étais comme dans le path déjà juridique, fait mon bac, travaillé dans une grande firme nationale, passé une couple d'années là-bas, j'en ai travaillé 4, l'équivalent de 8. Puis après, j'ai fondé Léviat en 2018. Puis on est une dizaine dans mon équipe pour accompagner tous les founders SaaS. OK, solide. J'essayais en même temps que tu parlais de retrouver l'épisode. Notre dernier, en tout cas, c'est notre premier forever, là, qui est plus justement ton background, ton origin story, c'est 73. Épisode 73, code, contrat et capital de financement. Wow! C'était en 2000... C'était dans les années 2000. Fuck my life. Puis là, aujourd'hui, Léviat, mettons, quelqu'un qui se demande, OK, c'est quoi interfacer ou collaborer avec cette compagnie-là, I guess, qu'est-ce qui est fair de dire que vous êtes distribué? Ah, ouais. Chris! Non, mais maintenant, on a un bureau, ouais, ça a changé, ça aussi. Let's go! Ouais, ben tu sais, c'est un peu, c'est ça, hybride, là, fait que l'équipe est distribuée un petit peu partout, mais on a quand même un core maintenant avec un bureau au centre-ville, Place d'Armes à Montréal, pour que, justement, on puisse passer du temps ensemble puis grinder. Okay. Bon, tu sais, l'idée, en général, c'est comme, tu sais, des fois, tu travailles sur des deals vraiment compliqués où tu grindes jusqu'à 2-3 heures du matin, aussi bien le faire comme ensemble dans une place commune, le fun versus comme chez toi, puis pas vraiment excitant. Puis c'est quand les premières fois, parce que t'es aussi investisseur là, en tech, c'est quand les premières fois que t'as commencé à faire des deals, genre, c'était-tu super early ou genre plus quand Léviat take off puis t'étais plus stable financièrement? Ouais, ben c'était dans les débuts de Léviat aussi parce que, tu sais, comme il faut du capital, là, puis l'idée c'est juste, pour faire des deals substantiels puis investir quand même des bons montants, il fallait une quantité de cash flow, fait que c'était pas mal dans les mêmes temps que j'ai lancé Léviat, fait que tu sais, 2018, 19, 20, c'était pas mal les débuts, là. Nice. Ouais. Parlant d'AI, puis parlant d'investissement, on n'a pas parlé d'AI, on parlait d'investissement, my bad, j'ai inversé les deux concepts. Parlant d'investissement, je pense que le landscape d'investissement a changé. Je pense que
la nature des compagnies dans lesquelles on investit a changé. La quantité puis la prudence, le type de prudence ou pas du capital a aussi changé. Ouais. Fait que j'ai le goût qu'on fasse un peu un genre de health check ou juste de check-in par rapport à genre la situation actuelle avec les AI puis la condition actuelle du VC. Est-ce que tu as l'impression ou le feeling que dans le monde de l'investissement en ce moment, puis tu sais, t'envoies un paquet de deals passés par Leviat, t'en fais toi-même aussi, as-tu l'impression que genre on a moins besoin de capital de risque à cause qu'on est plus autonome avec les AI ou... Ouais. Ouais, puis fun fact, là, juste une stat que j'ai passée récemment, on est rendu à genre 750 millions, je pense, en valeur transactionnelle faite avec des founders là, chez Leviat, là, ouais, let's go. pour des transactions. Chris, on en a vu une sacrée bonne quantité. Là. On n'avait jamais juste pris le temps de commencer à faire le décompte. Là. Ouais. Le Billy, ça va être cool aussi. Ouais, j'ai quand même hâte, on va faire ça. Fait qu'on en a vu pas mal. Puis, je te dirais qu'il y a une couple de facteurs qui jouent en ligne, qui entrent en jeu, là, puis qui affectent le statut du financement en ce moment. Le AI en est un clairement. Une chose qu'on voit, puis tu sais, c'est une évidence pour tout le monde, mais c'est le capital nécessaire pour développer, pour sortir du code, pour développer des applications qui sont plus des tools, mettons, ou des trinkets, fait que des trucs que, des applications qui sont pas nécessairement ultra complexes, le temps pour shipper quelque chose, puis la quantité de monde que tu as besoin pour le shipper est dramatiquement réduite. Ça, ce que ça fait, c'est que tu as besoin essentiellement de moins de capital pour sortir un MVP qui est fonctionnel puis qui est de bonne qualité. Et donc, ben ça joue en ligne de compte. Fait que nécessairement... C'est quoi? C'est le pre-seed stage qui en mangerait un peu, genre, au niveau VC? Ouais, ben, qui en mangerait, c'est que ça dépend du point de vue. Ça veut dire que pour des fondateurs, c'est pas mal plus accessible maintenant, mettons, au niveau pre-seed, de lancer des preuves de concept, lancer des apps, puis commencer déjà à tester, à itérer, puis à avoir du feedback de ta clientèle pour tout ce qui est des apps qui sont relativement simples. Fait que tu parles d'un consumer app, quelque chose qui est, mettons, product-led, qui est relativement simple. Ben ça, tu n'as plus besoin de lever beaucoup de capital, d'engager des développeurs puis de travailler là-dessus pendant longtemps. Ce que ça fait, c'est qu'il y a beaucoup de fondateurs qui, historiquement, avaient un seul path disponible pour eux, qui était celui de lever du capital de risque, peuvent maintenant le faire à faible coût, lever sur une petite quantité de capital ou avec amis-famille, mais sans aller vers un path où tu as le bras dans l'engrenage complètement. Puis là, comme tu as beaucoup de comptes à rendre avec beaucoup de capital levé puis à déployer. Fait que ça, c'est une chose qui est vraie. Une chose qui n'a pas changé pour une autre grande quantité de SaaS, c'est que dès que tu as un SaaS complexe ou, mettons, enterprise, où tes clients demandent une très, très grande quantité de features ou que tu fais du hardware, par exemple, ben tu sais, comme c'est top de vibe builder du hardware sans que ça brûle. Là. Fait que ce que ça fait, c'est que ces business-là ont encore besoin de beaucoup de capital. Mais ça crée une situation particulière en VC où des business de software relativement simples, ben là, ils sont confrontés à un univers compétitif qui est ultra intense parce que si toi, tu peux vibe coder un trinket en 2 minutes, n'importe qui peut le faire. Et donc, ça devient plus une game de go-to-market puis une game de si je lève du capital ou si j'ai besoin justement d'avoir du capital, ça va être pour aller chercher des parts de marché rapidement pour genre en vente et marketing plutôt que pour développer. Puis ça, c'est un des trucs qu'on voit, mettons, dans, je te dirais plus les SaaS relativement simples, mettons les tools. Tu sais, mettons des Granola ou des Whisper ou des trucs comme ça, des Super Whisper, des trucs comme ça. Je veux dire, t'en as eu une bonne quantité qui sont sortis. Développer un tool compétitif ou similaire à ça ou avec des features de base, c'est relativement simple, mais il y en a beaucoup là-dedans qui ont levé beaucoup de capital pour essayer d'aller chercher le marché le plus vite possible dans l'espoir après de bâtir autour de ça puis monétiser encore plus leur clientèle qu'ils ont acquis rapidement. Ouais. Fait que ça, c'est un truc qu'on voit. Je pense que ça vaut la peine de mentionner que pour être économiquement viable, peut-être, là, on parle beaucoup du VC, mettons. Fait qu'on parle beaucoup de, OK, comment l'AI impacte un scale, genre une compagnie qui doit scaler puis avoir des gros retours, etc. Mais ça, tous ces changements-là, fait que, on parle Opus 4.5, on parle de Claude Code avec les genres de loop d'autonomie, Ralph Wiggum, blablabla. Tu sais, le niveau d'agency d'autonomie de ces systèmes-là puis ce que c'est capable de développer, ce que ça unlock, de mon point de vue aussi, c'est la tranche du lifestyle business devient encore plus fat.
Mhm. Peut-être plus éphémère, c'est-à-dire que peut-être qu'elle ne durera pas, mais c'est économiquement viable de développer un produit pour une mini niche Ouais. maintenant parce que ça te coûte pas beaucoup cher. Tu Mhm. peux aller super custom, super profond dans ton messaging, dans tes features, juste pour ce sous-niche-là. Mhm. Fait que ça, c'est quelque chose aussi que je veux juste broadcaster pour mettre dans la tête de l'audience, genre. Mhm. C'était important. Ça me trottait dans la tête. Si tu as quelque chose à dire là-dessus, on Ouais. peut, mais sinon, je vais Ouais, ben, tu revenir sais, au VC. n'empêche que, mettons, à long terme, plus ton app devient compliqué, il y a quand même des enjeux de maintenir et développer un codebase complexe à long terme en vibe codant seulement, mais fait que Mhm. c'est plus accessible pour, mettons, un fondateur non technique, mais pour un fondateur technique, ben là, ça l'accélère vraiment, vraiment beaucoup sa performance. Fait que oui, Aussi. 100% que tu peux te rendre ultra loin dans des niches qui n'étaient pas économiquement viables initialement parce que tu peux avoir une personne qui s'en occupe jusqu'au fond. Exact. Mais tu sais, même avant de rentrer dedans, il y a quand même la réflexion initiale de genre, tu sais, on parlait de t'as plus besoin de lever du capital, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Là. Tu sais, lever du VC, c'est juste un. Tu sais, le capital, le risque, c'est un outil, là, c'est du Mhm. cash pour arriver à un objectif. Mhm. Si tu es capable d'arriver à ton objectif qui est de bâtir une business niche qui est pas. Que tu vises pas à faire un 1000x le prochain Uber, mais tu veux faire une business relativement euh, comme qui a un bon potentiel dans une petite niche avec Small une petite scale, équipe sans là, lever ouais. du capital small scale que tu peux bootstrapper toi-même ou avec très peu de capital, c'est vraiment top. Donc, c'est une porte qui est ouverte maintenant. Ben, en fait, dude, 100%. Puis dans cette porte-là, tout le monde, que ce soit les investisseurs, les founders et les clients, gagnent parce qu'il n'y a pas de l'argent qui va être gaspillé sur des business qui n'ont pas le potentiel de scaler et d'amener Mhm. des retours à des gros VC, tu sais, ou Ouais, à c'est des ça. plus gros VC. Puis, tu sais, il y a plein de business aussi, même que ce soit avant ou après l'AI, là, tu sais, il y a plein de business qui n'avaient pas le potentiel d'offrir des venture type returns Exact. qui, eux, avaient pas de capital. Fait que là, maintenant, dans tous les cas, ces business-là n'avaient pas de capital, ben maintenant, tu peux te rendre pas mal plus loin sans capital. Et donc, c'est ces business models-là qui sont viables maintenant qu'ils l'étaient Ah, pas avant. OK, Là. ouais. Mais est-ce qu'on pense observer, parce qu'on dit, je reformule, on dit, mettons, OK, tu n'as peut-être plus besoin de VC pour builder les premières versions de ton produit, ou même si c'est un produit relativement complexe, numérique, ben, tu sais, tu peux aller très loin sans capital de risque. OK, mais cette réalité-là crée une pression sur une autre partie de builder une compagnie qui est la commercialisation, Mhm. le go-to-market, comme tu as dit. Fait que, est-ce qu'on pense que le go-to-market va juste prendre de plus en plus de place, puis être de plus en plus capital intensive, donc justifier de plus en plus, genre, le VC allocation ou le VC path, mettons. C'est ça que je me demande. Ben, ça se pourrait. Puis l'impact, on pourrait débattre sur l'impact à long terme, mais tu sais, une chose qui est certaine, c'est que avant, encore une fois, parlons pour des tools relativement simples, la qualité de ton produit ou ta capacité de shipper un produit pouvait être un moat. Genre, avec Exact. tu pouvais avoir une longueur d'avance du fait que tu as développé quelque chose. Maintenant, ça, c'est plus le cas. Fait que là, qu'est-ce qui te reste comme moat, comme avantage compétitif, une fois que tu as un tool relativement non différencié? Ouais. Ben, c'est l'exécution au niveau du go-to-market. Fait que ce que ça fait, c'est que tu as beaucoup plus de pression au niveau de la performance du go-to-market parce que tu as plus de monde qui compétitionne pour une niche potentiellement identique. Mm. Et ce que ça fait plus sur le long terme, probablement juste une réduction du retour sur le capital investi au niveau des investisseurs parce que tu as plus de dollars qui chase le même nombre de personnes dans des plus petites niches. Fait que ça va être plus difficile, mais court terme, potentiellement qu'il y a des opportunités. C'est juste ça va prendre combien de temps avant que cette opportunité-là soit capturée. Là. Ouais. En même temps, un des trucs que je te disais offline, c'est que toutes les capacités agentiques des AI tools qu'on voit aujourd'hui, évidemment qu'elles ont été designées beaucoup autour du coding, Mhm. parce que c'est du langage, premièrement. C'est facile à comprendre. Il y a des exemples à pu finir de ça sur Internet. Fait entraîner des modèles pour bien coder, c'est vraiment genre, je sais pas, un use case clair puis qui fait du sens. Fait que, oui, c'est super bon pour le développement de produits numériques, mais la chose que je te disais, c'est que ces capacités agentiques-là, bien, quand tu les harnesses, tu les encadres bien, elles peuvent faire des miracles aussi au niveau de la commercialisation. Mhm. Fait que ça m'amène à me demander justement si on va pas voir une explosion de compagnies puis qui n'ont pas besoin de VC, puis il va y avoir une concentration du VC vers des joueurs plus d'infrastructure ou des joueurs plus comme les models providers ou
Ouais, parce qu'on dirait qu'il y a plein d'histoires que j'ai dans ma tête, d'autres de 2014-2015, où genre je voyais un VC annoncer, mettons, un funding pour un SaaS CRUD relativement simple, mettons, que je me dis, à un moment donné, ça fera juste plus aucun sens, ça, Ouais. mettons. Non, mais je suis d'accord, puis on le voit déjà en ce moment, tu sais. Puis quand on parle de VC at large, c'est sûr que là, tu pourrais comme le sous-segmenter entre genre des petits fonds, des mois. Puis, mais tu sais, en ce moment, une chose qu'on observe qui est claire, c'est que, mettons, les méga funds, fait que tu sais, des gros fonds genre du A16Z, c'est comme tout ça, eux, ils doivent déployer une quantité massive de capital. Et donc, pour eux, faire un chèque de 500 000 dans une seed stage business, c'est comme pas, tu sais, ça vaut pas la peine en termes de volume transactionnel. Et donc, eux, ils ont une certaine pression à déployer beaucoup de capital dans des projets qui sont capital intensive. Fait que, tu sais, développer des modèles, fait que tous les business qui sont, tu sais, mettons, des business de LLM, eux, ils brûlent du capital. Fait qu'il y a un certain attrait de la part de ces gros fonds-là à aller là. Okay. Fait que ça, c'est une chose qu'on observe. Il y a aussi le fait que on parlait que c'est plus facile pour n'importe qui de vibe coder une app ou de sortir des features puis tout ça pour du tooling, mais ça, c'est aussi vrai pour les incumbents. Fait que, mettons, les grosses compagnies de SaaS déjà présentes ont aussi accès puis peuvent aussi développer ces features-là. Est-ce qu'ils vont le faire? Si je regardais un sondage récent, les gens sont assez sceptiques par rapport à la capacité des business bien établis d'innover puis de sortir ces features-là eux-mêmes. Il y a plus de chances qu'ils achètent des business qui vont développer ces features-là. Mais n'empêche que, si tu voulais être le, mettons, CRM vertical pour les vétérinaires, ben oui, tu pourrais développer un truc vraiment, vraiment niche, faire une belle business qui va être comme Bootstrap puis aller capturer cette niche-là. Il y a aussi Salesforce qui potentiellement pourrait juste développer des features pour adresser ce marché-là plus rapidement. Est-ce qu'ils vont le faire? Probablement pas, parce que c'est peut-être pas économique, mais bref, tout ça pour dire que la compétition peut venir d'incumbents aussi, ce qui n'était pas nécessairement le cas tout le temps quand tu développais quelque chose de nouveau. Fait que ça. Ouais. C'est juste que, oui, la capacité existe chez les incumbents, mais je crois que le contexte est juste plus lourd chez les incumbents. Puis même s'ils ont l'outil, si, je sais pas, une image boboche, c'est genre la nouvelle startup AI native, elle est genre dans un slick suit de plongée, elle a pas de. Elle est vierge, genre, tu sais, sa réalité. Puis elle peut juste prendre le tool puis commencer à l'utiliser. Alors que j'ai l'impression que les devs, les product managers dans un gros sont déjà dans un scaphandrier. Là. Tu sais, ils peuvent pas nécessairement genre partir aussi vite, puis ils ont comme des comptes à rendre, ils ont comme des processus. Mais ouais, je sais pas. En même temps, on a vu des beaux incumbents, ben, on peut s'appeler ça un incumbent, mettons Intercom spinner up Finn, mettons, puis genre, avoir carrément un autre brand, puis genre crush it, là. Ouais. Je pense qu'en ce moment, Intercom, c'est considéré comme incumbent, là. Mettons, si on regarde dans le SaaS, là, ouais. OK. Ça change la vitesse d'exécution des équipes, ce nouveau paradigme de développement-là, qui est pas, on écrit des lignes de code à la main, on design des pixels à la main, on écrit des mots à la main, mais on génère ces choses-là à scale. Puis ensuite, on révise un peu l'output, puis on déploie ça. Fait que, as-tu l'impression, mettons, parce que toi, t'en vois un paquet de deals passer, que la majorité des nouvelles startups qui cherchent du cash, ou qui sont pas nécessairement nouvelles, là, tout ça peut être un peu plus later stage, as-tu l'impression qu'il y a eu un shift dans la vitesse d'exécution des équipes, ou même est-ce que c'est un critère que les VC ou les investisseurs demandent de plus en plus de voir à quel point tu es up-to-date sur tes process de développement, mettons? Ouais, une couple de trucs intéressants. Fait que, une chose est certaine, c'est que dans plusieurs industries, puis tu sais, c'est la même chose, mettons, on parle avec beaucoup de business de SaaS qui disent qu'eux l'observent aussi, mais nous, on l'observe aussi dans le domaine juridique, puis mettons, en investment banking, on l'observe aussi, c'est les hiérarchies traditionnelles, fait que la pyramide traditionnelle que tu avais. Fait que, mettons, imagine dans un cabinet d'avocats, tu aurais comme un partner, des avocats mid-level, genre senior, puis après ça, des avocats juniors ou des stagiaires. Mais cette pyramide-là, elle se rétrécit parce que le monde qui ont de l'expérience, fait que du monde qui ont genre, mettons, 5 ans d'expérience, avec les outils actuels, sont capables de faire le travail aussi rapidement ou sinon plus rapidement que de le déléguer directement à un junior qui va apprendre. Fait que ça fait que les pyramides se raccourcissent. Et donc, ça amène ça a une coupe d'impact sur l'efficacité du capital, besoin de moins de monde pour te rendre aux mêmes places. Mais aussi au niveau organisationnel, il y a une coupe de patentes qui rentrent en ligne de compte. Exemple, il faut quand même que tu penses à avoir
espèce de gestion de ton organisation où tu vas avoir vraiment moins de juniors qu'avant. Fait que là, si tu as du churn, c'est pas mal plus dommageable. Fait que bref, il y a des impacts au niveau organisationnel. Et aussi, un impact qui est pas vraiment directement relié à la business, mais relié aux chances de succès à long terme et à la stratégie de la business. Fait que, si par exemple, on parlait que tu peux sortir un tool de AI qui va que tu vas coder, qui peut être compétitionné rapidement, mais là après, c'est quoi la stratégie de ta business pour te décommodifier ou te rendre un peu plus sticky au niveau de ta clientèle. Fait que, est-ce que c'est d'aller le plus vertical possible, d'adresser le plus de use case? Ben, mettons, une des théories, des stratégies qui sort de plus en plus puis qui semble être de plus en plus le consensus, c'est que, mettons, le SaaS traditionnel avait son avantage compétitif, c'était le system of record qui accumulait une bonne quantité d'informations autour de ta business et donc que de te déploguer de cette application-là, mettons de ton HubSpot, te fait perdre la totalité de tes informations par rapport à ta clientèle, par rapport à tes deals, par rapport à ton historique de contact avec tes clients et tes prospects. Et donc, ce system of record-là était suffisant pour conserver ton client à titre de SaaS. Et donc, c'était bien. Maintenant, tu as des layers qui s'ajoutent au-dessus de ça. Maintenant, les gens veulent non seulement avoir accès à ces données-là, mais ils veulent aussi que ces données-là soient utilisées puis contextualisées pour faire du workflow, des processus puis des agentic. Tu as eu une espèce d'étape intermédiaire intéressante où il y a certains SaaS verticales qui te permettaient de faire des workflows, d'automatiser des processus à l'aide des informations qu'ils avaient accumulées. Fait que, HubSpot pouvait prendre les données, tes données dans ton CRM, envoyer des courriels. Fait que ça, c'est un workflow de plus qui rend encore plus sticky ta clientèle. Uh-huh. Mais là, l'étape de plus, c'est d'utiliser les données que tu as et les workflows que tu as pour automatiser, comme Agentic, automatiser des processus où, de façon autonome, dont les courriels vont s'envoyer, les rappels, que tu pourrais générer des rapports automatiquement, que tu pourrais juste faire des tâches qu'un humain ferait traditionnellement. Et ça, cette capacité-là à convertir, mettons, un system of record on appelle ça un system of action ou peu importe comment tu veux l'appeler, cette capacité-là va être évaluée par, mettons, des investisseurs, par exemple, dans ta business pour voir, OK, mais est-ce que ton code base, est-ce que ton stock en ce moment, ta business te permet d'arriver facilement pour développer un system of action ou des processus qui automatisent des tâches traditionnellement humaines? Parce que si tu ne l'as pas ou si ton code base est tellement vieux que tu n'as pas cette capacité-là d'accumuler les bonnes données puis de les contextualiser pour automatiser des tâches, tu te rendras peut-être jamais à l'étape, tu dépasseras peut-être jamais l'étape du system of record. Puis là, c'est un risque que quelqu'un, mettons que tes clients churn pour aller vers un incumbent ou quelqu'un d'autre qui, lui, va avoir et la structure de données et cette capacité-là d'automatiser des tâches avec. Ouais. Est-ce que, toi, dans certains deals que tu vois passer, tu en vois des compagnies qui sont pas équipées pour bouger vers éventuellement un system of action? Ouais, c'est arrivé. Petit exemple, si tu as parti ta business il y a 20 ans, puis, mettons, c'était un truc on-premise initialement, tu as transitionné vers le cloud, puis là, tu as patenté quelque chose qui fonctionnait, mais que tu n'es pas comme fondamentalement gearé pour accumuler toute cette donnée-là pour faire de quoi avec. Ouais, ça se pourrait que soit que tu refactores au complet, que tu refasses ton app, puis là, évidemment, il y a des coûts associés à ça, puis il y a des délais aussi. Mais oui, ça peut soit tuer un deal, soit réduire ta valorisation parce que l'investisseur s'est dit qu'il va avoir de l'argent à mettre ou l'acheteur s'est dit qu'il va avoir de l'argent à mettre dans la business pour la rendre, disons, on par avec ce que la compétition pourrait faire à partir de demain. All right, folks. Un petit shout-out à Baseline, partenaire certifié SaaSpass. Baseline, c'est une équipe de doctorants et d'experts en AI qui transforme tes données en valeur concrète pour tes clients. Si tu veux développer des features uniques pour ton produit ou juste automatiser des workflows dans tes ops internes, c'est la gang qu'il te faut. Une approche no bullshit, un plan d'action incrémental et priorise tes enjeux d'affaires à 100%. Check them out sur saspass.com/partenaire avec un S. Il y a aussi l'épisode 140 avec David Beauchemin, leur co-founder, qui vaut vraiment la peine. OK? De retour au pod. Puis est-ce que tu penses, parce que tu as une visibilité ou un accès, je pense, au VC au Québec, puis tu t'éduques beaucoup sur ça en général, est-ce que tu penses que c'est la majorité des VC qui sont sophistiqués ou éduqués par rapport à System of Record versus System of Actions, il y a même System of Context sur lequel on n'est pas obligé de toucher exactement, là, mais
tu sais, ces thèses-là ou cette vision-là, tu la sens-tu très présente chez les joueurs VC? Je pense que ouais, ben clairement pas tout le monde, mais ouais, je pense que c'est rendu de plus en plus genre comment dire Sagesse mainstream là. commune. Ouais, c'est comme OK. je pense que c'est rendu assez évident que tu peux vraiment augmenter la productivité avec tes systèmes agentiques. Puis maintenant, je pense que le monde voit ça. Puis il y a quand même un bon hype autour Ouais. de ça. Donc, je pense que les gens l'ont pas, ils vont pas l'ignorer. Puis encore une fois qu'on parle, mettons, de VC, il y a quand même il y a pas mal un gap ou une différence entre, mettons, des mégafonds qu'on parlait plus tôt, genre des 16D, Sequoia, versus, mettons, un fonds plus local, un peu plus petit au Ouais. Québec, qui a peut-être pas ce luxe-là d'avoir accès à ou de pouvoir investir dans des business qui ont des potentiels de faire des 1000x. Et donc, la stratégie que ces fonds-là vont avoir doit être adaptée en conséquence. Parce que si, dans ton pool de talents disponibles, dans ton pool de business potentiel, tu n'as pas accès à des Uber ou des business comme ultra bold avec des ultra gros marchés, puis qui a besoin de vraiment beaucoup de capital, ben, faut comme que faut que ta stratégie soit adaptée en conséquence. Fait que, il y a certains fonds qui ont peut-être même pas besoin de faire ça, qui ont plus des stratégies qui ressembleraient à, entre guillemets, genre du micro-cap, là, ou genre quasiment de l'investissement public, mais dans des petites compagnies. Ça ressemble pas mal plus à ça qu'à du VC. OK. Puis peut-être que je vais dans un rabbit hole, là, mais, tu sais, traditionnellement, mettons, une stratégie de VC, c'est une stratégie de une distribution d'outcome exponentielle. Fait que tu as une business qui va faire genre un 1000x, t'en as comme tout le reste vont aller à zéro ou proche, puis ça va te donner un rendement, un rendement suffisant puis qui est bien. Pour avoir une stratégie comme ça, de justement avoir un portfolio dans lequel il y a le potentiel que quelqu'un fasse un 1000x, ben, il faut que la totalité des deals dans ton portfolio ait ce potentiel-là. Fait que c'est tous des business qui vont avoir un méga énorme addressable market, un méga énorme upside avec un super gros marché. Idéalement, mettons des founders qui ont un super bon network aussi pour être capable de pousser ça puis être capable de lever aux États-Unis aussi pour se rendre à une prochaine étape. Mais si tu n'as pas ces paramètres-là, puis tu as comme les checkbox habituels, si tu n'as pas ces paramètres-là dans ton réseau local, fait que mettons, disons que tu es un fonds de VC québécois qui investit exclusivement au Québec avec une thèse vraiment spécifique. Disons, j'investis au Québec en clean tech. Ben là, tu n'auras pas un fonds de 50 potentiels Uber. Fait que là, il faut comme que tu laisses tomber un peu puis je sais pas s'ils le font consciemment ou pas, mais comme je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur je pense qu'il faut que je laisse tomber une structure de portfolio qui ressemble à une distribution potentielle exponentielle parce que j'ai pas cet échantillon-là de Uber potentiel dans ma business, dans mon fonds. Et donc, je dois aller vers des stratégies qui sont plus on va mettre du capital de croissance dans des business qui fonctionnent déjà, qui ont déjà des revenus, qui ont déjà de la croissance, puis on va accélérer cette croissance-là. Fait que c'est beaucoup moins des moonshot bets dans le business traditionnel. Tu sais, moonshot bets, on voit des trucs passer de genre des... Man, combien qui fait des fusées ou qui fait des data centers dans l'espace. Genre, tu sais, ça, c'est des moonshot bets. Genre, si ça marche, si ça marche, c'est un 1000x. Si ça marche pas, c'est un 0. Puis c'est comme ça fait partie des mathématiques. Dans un portfolio ou dans un écosystème ultra condensé, Québec, Clean Tech, disons pour donner l'exemple, tu n'auras pas 50 ou même 20 moonshot bets. Fait que ce que tu vas potentiellement vouloir faire, ou ce que le fonds va potentiellement vouloir faire, c'est d'investir dans des business qui sont déjà un petit peu matures, avec du revenu, avec une traction, qui a moins de risques. Fait que c'est plus des petits coups sûrs que des méga moonshot bets. Est-ce que quelque chose que je comprends mal, c'est les petits coups sûrs que tu présentes dans, mettons, cette thèse-là que tu apportes, ils semblent être plus later stage, ou du moins pas trop early. Mais est-ce qu'un VC, puis j'ai l'impression qu'il y en a qui font ça, puis peut-être que je comprends mal, pourrait aussi se dire, ben moi, je vais faire des petits coups sûrs, mais super, super early. Fait que mon bet, c'est que les startups qui startent de 0 à 1, super pre-seed, puis tout ça, ben il y en a un paquet là-dedans qui vont devenir des acquisitions par un stratégique ou par un private equity. Fait que mes petits coups sûrs, ça va être des acquisitions early au lieu de l'augmentation de croissance later on. Ça fait-tu du sens ce que je suis en train de dire? Ça pourrait faire du sens. Faut juste que, c'est juste qu'il faut, mettons, mathématiquement, là, d'un point de vue juste optimal, là, tu peux pas vraiment décider de spreader ton portfolio. Parce que si tu fais ça, puis tu décides, genre, je vais faire quelques petits coups sûrs puis quelques long shots, c'est très possible que tu n'aies juste pas la taille nécessaire d'un échantillonnage pour te donner les chances d'avoir tes coups de circuit-là. Fait que
tu sais, il y a du monde qui le font, puis il y a du monde qui l'essaye, puis c'est possible. Juste que tu mets pas les chances de ton côté. Après, tu fais ce que tu peux, là. Puis, fait il y a ce point-là. Puis là, après, tu as mentionné un bon point, ben, tu sais, tu pourrais faire des business, tu pourrais investir dans des business qui sont early stage, relativement dérisqués, tu disais, qui passent de 0 à 1. Le débat sur ce qui est un pre-seed puis un seed évolue avec le temps. Genre. Fait que ça, c'est funky aussi. En ce moment, mettons, tu vois des... Encore une fois, ça dépend de la géographie, puis ça dépend de plein d'îles. On voit des trucs fuckés, là, mais tu sais, en ce moment, de ce que nous, on observe, le pre-seed, il y a vraiment pas beaucoup de monde en pre-seed. Puis il y en a, tu sais, là, il y a... En termes de VC ou de joueurs startups? VC. Fait que, tout le monde passe par avoir rien, mettons, mais t'as pas beaucoup de monde qui sont prêts à vouloir financer ça. Parce que, justement, c'est plus des long shots, c'est plus risqué, puis ils n'ont pas nécessairement le portfolio puis le size pour le faire. Mais c'est ça. Fait que cette partie-là est plus tough, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent prendre ces risques-là pour faire ces bêtes-là pre-seed. Seed, t'en as beaucoup plus. Puis, à mon avis, c'est là que c'est quand même assez crowded. Parce que dès que tu commences à avoir des revenus, puis que la croissance est bonne, tout le monde veut juste mettre plus de capital dans la machine pour l'accélérer. Là. C'est comme... T'es dérisqué de l'espèce de naissance initiale. Ça va-tu être quelque chose pour vrai ou ça va être rien? Exact. Fait que ça, c'est, à mon avis, ultra crowded. Je parle au Québec. Puis après ça, Series A+, ben là, t'en as pas beaucoup non plus. Fait que t'as peut-être genre 2 fonds qui vont en faire un. Parce que pour du Series A+, il faut beaucoup, beaucoup de capital. Puis pour avoir un portfolio qui a du sens, ben il faut des fonds genre de 250 millions pour faire de quoi qui a du sens. Puis... fait qu'il y a des gaps dans le market, puis en plus, le market évolue à cause justement de l'AI. Fait que les pre-seed qui sont moins intéressants pour des VC, mettons, local, en même temps, eux, ils peuvent aller, s'ils sont à l'étape pre-seed, avec l'AI, ils peuvent se rendre plus loin. Anyway, fait peut-être que les catégories vont se redéfinir à un moment donné de qu'est-ce qui est quoi, comme tu disais. C'est un peu spécial. Puis ce qu'on voit en ce moment, c'est que les business, ils essaient de se rendre le plus loin possible. Au final, vu qu'il n'y a pas beaucoup de capital disponible pre-seed, ben, ils essaient de se rendre le plus loin possible sans capital. Fait que, il reste une team ultra lean, fait un produit qui fonctionne, commence à parler aux clients pas mal plus vite. Ils ont du revenu, un early traction. Puis dès qu'ils ont ça, ben, plus tu as de revenus, moins c'est risqué, plus tu as du monde qui sont intéressés. Fait que là, après, ils peuvent recevoir des offres d'investissement ou des term sheets de, mettons, 4 ou 5 fonds qui se compétitionnent pour investir. Mais pour ça, il faut déjà des metrics, il faut déjà une traction. Puis ça, c'est tough quand tu es une business qui est capital intensive. Tu es une business de hardware, il faut que tu lèves du capital à quelque part pour faire ton hardware. Puis tu n'auras pas de revenus avant d'avoir fait tes tests, avoir bâti de l'inventaire. Fait que c'est tough. Puis du enterprise sales, même chose. Ben, j'allais là. Je checkais mes notes, puis j'étais comme Chris, on n'a pas assez parlé d'enterprise sales parce que je disais, tu peux déployer du agentic workflows pour ton GTM, puis tout, mais genre, il y a des gates à franchir quand tu faisais enterprise sales que je suis pas sûr que tu peux juste brute force avec les AI, qui te font un actual ou une actual rep on the road, qui séduit un client, qui le date, qui essaye de genre rentrer, faire des démos. Il y a comme ça coûte cher. Avoir du bon monde. Oui, parce que c'est mettons tes enterprise sales, là, c'est rare. Tu vas pas, mettons que tu vas aller voir et tu dis, hey, j'ai un SaaS qui fait ça. Les chansons qui ont déjà quelque chose de sûrement beaucoup moins bien, moins excitant, mais qui est bâti avec du tape, avec du Excel, tout ça, mais ils ont quelque chose en place qui fonctionne, qui ont bâti avec les années, soit avec plein de fournisseurs, avec plein de tools qui ont pogné ensemble. Ils ont quelque chose. Fait qu'eux, ils ont un feature set déjà en tête que, mais là, je vais pas changer pour quelque chose qui n'a pas ces features-là. Je vais au minimum être genre, avoir comme un feature parity où genre, je serais peut-être prêt à faire quelques sacrifices, mais si tu parles à un comité d'acheteurs, c'est souvent, mettons, pour du gros enterprise, qui est souvent le cas. C'est ça. Tout le monde a plein de requis. Fait que là, le légal vont vouloir genre SOC 2 compliance. Après ça, ton CFO va vouloir des dashboards, des reports. Après ça, ton gars de IT va vouloir, mettons, la gestion des admins. Et tout le monde veut plein d'affaires qu'ils ont déjà en ce moment. Puis pour transitionner rapidement, il faut que tu aies ces features-là. Fait que pour les avoir, il faut que tu aies des devs, il faut que tu aies du monde qui ship. Fait que ça prend du capital pour se rendre là. Puis c'est ça qui est tough. Bon, voilà. Ouais. Non, c'est vraiment intéressant. Puis pour continuer un petit peu sur l'AI puis le VC, mais d'un autre point de vue, j'ai le goût qu'on parle de comment toi, personnellement, ou des VCs que tu connais, utilisent l'AI dans leur travail. Fait que tu sais, tu veux stimuler du deal flow quand tu es un VC, identifier des opportunités avant les autres, construire des relations, modéliser, j'imagine, genre, OK, si mon portfolio performe de telle manière, je vais pas me faire trancher la tête par mes LPs ou whatever. Puis tu veux
étudier, j'ai l'impression. Fait comme sonder le market, genre pogner des tendances à l'avance. Fait que c'est comme tout un paquet. Puis là, je m'excuse aux VC qui écoutent puis qui sont comme Frank, c'est pas ça notre job. Là. Mais genre, ça ressemble, je pense, à ça. C'est comme un paquet de jobs to be done qu'un VC a, mettons. Est-ce que l'AI aide dans certaines-là? Tu peux-tu nous dire de quoi par rapport à ça? Ça m'intéresse. Ouais, c'est sûr. Tu sais, il y a une panoplie de trucs. Fait que, tu sais, juste tout ce qui est market research, initialement, genre, c'est beaucoup de travail. Là. Mettons que tu vas investir dans une business qui est, je sais pas, là, un SaaS ultra niche dans un domaine X, là, disons, tu sais, les vétérinaires. Ben, tu sais, il faut que tu connaisses l'industrie, genre comment ça fonctionne, l'aspect réglementaire, genre c'est qui les joueurs, c'est quoi la compétition, c'est quoi leur positionnement de marché respectif. Fait que, tu sais, toute cette recherche de marché-là que tu peux être fonctionnel vraiment rapidement, ça, c'est cool. Fait que ça, c'est déjà un bon truc. Ouais. Puis là, tu sais, Puis là, pour rendre ça encore plus pratique, Guy, on parle des fonctions de deep research de différents modèles, puis ce genre de trucs-là. Oui, exact. Une chose qui t'aurait pris comme plusieurs jours de recherche, je sais pas, ça commence à être de l'acquis maintenant, là, mais genre une chose qui aurait pris plusieurs jours de recherche, plusieurs semaines de recherche, tu peux avoir comme c'est un exemple simple, mais bon, ouais. Ça te fait un bon truc de départ. Maintenant, tu sais, il y a rendu avec pas mal de modèles qui sont bons aussi dans Excel. Fait que tu peux te faire des modélisations, tu peux te commencer des modélisations qui ont du sens, juste pour te faire une tête rapidement de OK, mais tu sais, les hypothèses que le fondateur m'a présentées, est-ce que ça tient-tu la route sur le long terme? Ça va donner quoi comme type de rendement comme investisseur? Fait que tu peux l'utiliser pour ça, ou moins juste pour te starter un modèle. Avec le temps, je veux dire, tout le monde a leur propre modèle. Là, fait qu'à la fin de la journée, genre, c'est rare que tu vas toujours recommencer from scratch avec un modèle fait par ChatGPT, mais ça peut t'aider sur certains trucs. Il y a aussi ce que je voyais beaucoup de monde utiliser, puisque nous, on utilise aussi, c'est toute la portion de conserver de l'information de conversation. Fait que, tu sais, mettons, genre, on parle d'un granola, par exemple. Fait que, tu sais, tu as un meeting avec un founder, tu parles de 14 000 affaires en même temps. Mais cette capacité-là de, tu sais, accumuler les notes, de les envoyer automatiquement dans Notion, par exemple, de tout structurer ça, d'avoir ton répertoire de toutes les conversations, toute l'information qui se retrouve là, puis après prompter, mettons, Notion AI pour juste voir, OK, ben, genre, c'était quoi déjà qui m'a dit par rapport à tel truc? Tu es capable d'avoir accès à beaucoup d'informations rapidement, puis reposer 4-5 questions en diligence identiques quand tu l'as déjà reçu une fois, puis c'est tout standardisé. Fait que cette capacité-là à aller retrouver des petites informations, des petits détails rapidement, c'est quand même top aussi. Ouais. Puis là, après, genre, c'est ça. Un paquet de use cases, mais la job, mettons, d'un investisseur reste relativement simple. Genre, c'est pas rocket science, c'est comme tu choses avec du monde, tu essaies de découvrir des trucs, tu fais des modèles, puis tu regardes ça a un potentiel d'un bon investissement ou non. Mais quand même, à travers tout ce processus-là, il y a moyen d'avoir des teams pas mal plus lean encore maintenant parce que tu es capable d'avoir pas mal de jobs low-level faits automatiquement que tu aurais délégué avant. Là. Je me demande si... Y a-tu un edge de pouvoir monitorer puis trouver un peu des diamonds in the rough puis essayer de... Parce que le deal flow, il fonctionne des deux côtés. Tu builds ta brand, tu as certains bons coups, ta réputation se crée, fait que là, tu as comme un magnet inbound pour des founders qui veulent lever du capital. Mais de l'autre côté aussi, tu as une fonction outbound de ton deal flow, genre. Puis je me demande, genre, il doit y avoir une couple de workflows ou de monitoring avec l'AI que tu peux genre accélérer cette partie plus outbound-là. Ah, ben c'est sûr. Tu sais, mettons, des setups avec Clé, par exemple, pour faire du outbound, pour genre, OK, ben, tu sais, de commencer à trouver toutes les business qui fit avec certains critères d'investissement que tu veux faire ou avec ta thèse d'investissement, de genre, OK, ben, je veux investir dans des business qui sont basés à telle place, dans tel secteur, puis qui règlent tel problème. Ben, tu sais, tu peux accélérer ton go-to-market de même, qui normalement, tu aurais eu un junior qui aurait, ben, genre comme un SDR, là, il serait bâti des listes puis aurait commencé à appeler du monde. Tu peux faire une bonne job de prospection initiale avec ça. Puis oui, effectivement, 100%, il y a pas mal de outbound qui est fait aussi. Là. OK. Récemment, je parlais avec un scale-up, disons. C'est tellement confus, Guy, dans ma tête, genre les limites de qu'est-ce qui est une startup, qu'est-ce qui est un Series A, qu'est-ce qui est un scale-up. C'est toujours poreux un peu dans ma tête, mais bon. Je vais l'appeler un scale-up. Ça dépend des géographies aussi, là, mais ouais. Ouais, scale-up pour Québec. Ouais. 200 personnes plus, tu sais, puis ils veulent embaucher full de monde, puis tout ça, puis on va peut-être collaborer avec SaaSpace pour les aider à faire ça. Puis je leur disais, tu sais, le engineering, ça ressemble à quoi dans vos opérations, vos process? Est-ce que c'est un peu, moyen, beaucoup AI native? Puis là, je les challengeais là-dessus, puis ils me montraient un peu genre les différentes équipes. Il y en a qui renaient sur du Opus 4.5 avec Claude Code, il y en a qui renaient sur Codex avec 5.2. Puis tu voyais qu'il y en a qui étaient un petit peu plus protectionnistes de leur craft. Il y en a qui étaient full AI pilled, puis que let it rip. Je fais juste genre checker rapidement le commit. Est-ce que
les VC vont, dans leur due diligence, creuser jusque-là chez l'équipe de founders, l'équipe de dev, d'engineering, de voir, genre, de comprendre, OK, ils ont-tu vraiment les tools en place pour la vitesse ou Mhm. ils creusent-tu? Toi, mettons, tu creuses-tu jusque-là Ouais. quand tu checkes pour un deal? Ouais, ben, ouais, parce que, tu sais, que ce soit, ben, c'est qu'à la fin de la journée, ça devient une question de est-ce qu'ils vont shipper rapidement. De vitesse. Puis, tu sais, Ouais. des fois, ça arrive qu'on parle avec du monde qui dit ah, ben, j'ai tel, je sais pas, là, j'ai la prochaine version de mon app ou genre telle feature, je vais la sortir genre dans 4 mois. Puis là, je ramène 4 mois, là, c'est long en tabarouette, là. Ouais, surtout Genre, aujourd'hui. on a vu des, tu sais, on a vu des teams shipper des trucs en une fin de semaine qui étaient similaires, là, puis à l'exemple que j'ai en tête, là. Mhm, Puis là, je me disais, tu sais, à quelque part, il y a quelque chose qui fonctionne pas. mhm. Puis là, tu sais, c'est parce que, tu sais, je sais pas, là, la personne, le CTO a d'autres priorités puis travaille pas là-dessus, possible. Mhm. Est-ce que c'est parce qu'il est pas équipé pour le faire en termes d'équipe, possible aussi? C'est parce qu'il veut encore, tu sais, il aime le craft, qu'il veut tout faire comme manuellement puis tout y aller, c'est ça, par lui-même peut-être aussi. Mais genre, au minimum, de voir ces dynamiques-là, te permet de poser des questions pour voir, OK, ben, genre, sur le long terme, ça va être quoi? Parce que si un. Ouais. Parce que, genre, c'est ça, là, genre, le roadmap technologique peut pas prendre 10 ans, là. Tu veux-tu qu'on fasse une mini parenthèse sur le protectionnisme du craft chez certaines équipes Ouais. versus délégué Ouais, à ouais. l'AI? Ouais. Moi, j'ai un take là-dessus. Je pense que c'est. Premièrement, j'ai beaucoup d'empathie et de compréhension pour le monde qui sont comme wow, attends un petit peu, là, t'es en train de me dire que ce robot-là ou ce software-là va peut-être faire 80% de ce que moi j'aime faire déjà. Ça change un peu ma perception de je suis qui, moi, dans le milieu du travail, puis c'est quoi Mhm. ma valeur, puis tout ça. Fait que je veux pas jeter ce monde-là en dessous de la bus puis dire que vous êtes des Luddites. C'est Mhm. pas ça mon take. Mon take, c'est que il y a, pour le meilleur et pour le pire, une force immuable, imbougeable de ça progresse, ça change, l'innovation arrive, tu sais. Fait que je pense que si tu veux rester compétitif, tu vas te devoir de comme prendre un layer de supérieur d'abstraction par rapport à ton code, entre autres, puis être capable de dire, moi, je gère ces agents-là comme si je gérais une équipe, puis ils reportent à moi, puis j'ai le savoir, les connaissances nécessaires pour savoir s'ils sont dans une bonne direction, s'ils ont pensé aux bonnes affaires, les faire double-checker, puis ensuite déployer. Fait que ça, c'est mon take. Genre, tu devrais tranquillement updater ton identité professionnelle en Mhm. termes de AI-assisted coding ou même AI completely generated coding. Ça, c'est mon take. Par contre, ce que je vois chez les founders et des équipes de engineering management, c'est que les capacités agentic sont là, mais le change management dans l'équipe et dans le RH, c'est fucking tough, man. Mhm. Puis j'ai pas encore la réponse à comment tu guides quelqu'un vers ça. Puis s'il y a une résistance forte, c'est un cas de. C'est quand que, dans le fond, tu mets cette personne-là dehors? C'est quand que tu obliges un process parce que ta compétitivité et ta vitesse sont impactées. Plus le temps passe, moins tu utilises ces systèmes à haute Mhm. vitesse. Là, tu comprends ce que je veux Ouais, dire? ouais. Je Ouais, sais ben, pas tu si c'est sais, un take là-dessus. ben, je sais pas que ça va être un Pas hot un hot take, take, là, là, mais je veux ouais. dire, ouais, mais je suis pas mal aligné avec toi dans le sens où, genre, n'importe quel changement qui permet au monde d'être plus productif puis de faire leur travail plus efficacement puis potentiellement mieux devrait être considéré fortement. Puis là, dans ce cas-ci, comme on a des preuves quand même claires que, Ouais, à que la ça limite, marche. adoptées, là. Ouais. Fait que là, si si la personne est réfractaire à ce changement-là, elle va sûrement l'être à plusieurs autres. Puis là, I guess, ça devient un enjeu. Mais tu sais, oui, c'est sûr que il y a peut-être une question de génération aussi. Là, mettons Aussi. des craftsmen de code qui eux, c'est Ouais. comme, ben, tu sais, moi, j'aime les affaires faites de même, puis je trouve ça cool de même. Puis je voudrais faire. Puis tu sais, c'est bien cute pour un projet, mettons, tu sais, un projet de R&D ou un truc que tu veux faire toi-même ou tu sais, tu veux faire tes trucs pour le fun sur le site, c'est bien, mais dans un environnement compétitif, je vois mal comment tu pourrais, tu sais, insister pour te promener en cheval quand tout le monde est en Ferrari, là. Ouais. All right, folks. Le spotlight partenaire du mois, c'est Yak, des hackers québécois qui font de la sécurité offensive pour toi. Des tests d'intrusion, du Red Team, des scans de vulnérabilité. Eux, ils vont hack ton app pour prouver qu'elle est sécuritaire ou pas. Mettons que tu as besoin d'une certification SOC 2, ISO 27001 ou TGV pour la santé, ou que tu veux genre closer les gros clients qui demandent des preuves de ta sécurité, ou juste rassurer ton board puis tes investisseurs, mais Yak peuvent t'aider avec tous ces volets cybersécurité-là. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S/Yak, YACK. Il y a mon entrevue sur le pod avec Cindy puis Nicolas. Il y a des capsules de vidéos éducatives, puis tous les détails pour les joindre. Ou sinon, tu peux aller direct sur yak.one, YACK.one. OK? De retour au pod. Puis, est-ce qu'au niveau de l'apprentissage puis l'adoption de ces outils-là,
t'as l'impression que la responsabilité est plus du côté de l'employeur ou plus du côté de l'employé? Toi, tu l'es employeur, je veux dire, t'as vu un paquet de compagnies. Moi, j'ai un take là-dessus, mais je suis curieux de t'entendre en premier. Ah ouais, ben tu sais, c'est une question de culture d'entreprise, là, ça doit venir d'en haut, là. Fait que tu sais, à la fin de la journée, OK. si, tu sais, il faut que tu crées une culture d'entreprise où, tu sais, je veux dire, c'est une business d'innovation, là, le SaaS, là, à la fin Ouais. de la journée, là. Fait que tu sais, il faut que tu crées une culture d'entreprise où le monde veut adopter ce genre de choses-là, veulent faire ce qu'il faut pour gagner, puis il faut que tu engages le monde en conséquence, puis normalement, ça devrait flow jusqu'en bas. Huh. Fait que tu sais, genre, c'est quoi l'expression, genre, tu sais, you promote what you tolerate, là, ou un truc comme ça, là, je veux dire, au final, si tu tolères du monde qui performe pas ou qui... Tu sais, comme si le dude, il fait du craftsmanship et qui performe en tabarouette, là, aucun problème avec ça, là, mais je veux dire, si à la fin de la journée, tu te rends compte qu'il y a du monde qui performe moins parce qu'ils sont réfractaires au changement, je veux dire, c'est une décision organisationnelle de les garder là, ben je pense que c'est une erreur, là. Mais là, après... Fait que tu désamorces un peu le débat que j'avais dans ma tête en disant, ben, si ta culture est déjà genre innovation first, puis genre qui embauche les bonnes personnes, Ouais, tu te répares un paquet de monde. Ben non, tu te répares un paquet de monde qui sort des piquettes pour contester. Ça, c'est en principe. Parce qu'en pratique, sur le terrain, il y en a de la réfraction, puis tout ça. Puis moi, j'en parlais à une personne, puis je disais, tu sais, dans ma tête à moi, tu veux que l'employeur crée des conditions où est-ce que tu as, mettons, accès au budget, aux outils pour taponner avec ça, oui. Expérimenter un petit peu, mais genre, ça bouge tellement vite qu'il y a une responsabilité individuelle aussi de voir, genre, comment mon craft puis les choses que je veux produire sont en train de changer, puis comment je peux utiliser ces nouveaux outils-là pour m'améliorer puis m'augmenter. Puis c'est une question Puis un argument que je trouvais super bon, que j'ai entendu ailleurs puis que j'ai répété, c'est une question d'employabilité pour les joueurs, les employés aussi. C'est que plus tard, dans une autre compagnie, si tu restes en tech, si tu restes en knowledge work même, le monde va dire, Chris, t'es capable de shipper quoi en combien de temps avec quels outils, puis si t'as de l'air d'être 10 ans en retard, ils vont comme faire, mais là, oublie ça, là, je vois. Ouais, mais dans un monde compétitif, les goalposts, ils montent, là. Fait que, il y a 5 ans, c'était peut-être tolérable de faire des typos dans des courriels, dans des messages, mais maintenant, je veux dire, t'as tous les outils nécessaires. T'sais, des fois, on reçoit des CV bourrés de fautes, là, c'est inacceptable. Le goalpost, il augmente, puis c'est ça. Bref, puis ça s'accélère, puis c'est normal aussi, là. J'ai une question d'un SaaS pal pour toi, de Jean-Philippe Sicard à ton équipier. Il me dit, on se le cachera pas, ChatGPT peut m'aider pour réviser un NDA ou un term sheet, mettons. Ça remplace pas l'imputabilité de ton conseil, évidemment, mais comment tu vois ton rôle d'avocat évoluer dans ce contexte-là? Ouais. Je pense que c'est un bon segue. Ouais. Charlotte JP. Fait qu'enlève le chapeau de plus comme finance investissement, puis je mets le chapeau d'avocat. OK. Fait que ouais, il y a une couple de trucs. Fait que le AI a amené comme vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bons pour permettre à du monde de se débrouiller rapidement. Fait que, tu sais, le même concept de genre MVP pour développer du code, tu peux avoir un MVP au niveau légal. Là, après, tu sais, on peut en parler longtemps. C'est vraiment viable. Ben, c'est ça, bien exactement ça. Fait que là, tu sais, je pense que c'était quoi? C'était David Besson qui parlait, tu sais, qui faisait le parallèle entre, mettons, un stagiaire puis du AI, mettons. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu engages un stagiaire ou quand tu engages un junior, tu as toujours le concept de genre task relevant maturity. C'est comme, c'est quoi la maturité de la personne par rapport à une tâche spécifique. Fait que, mettons que tu engages un stagiaire demain à Ça se passe, au jour 1, tu le ferais pas, genre, appeler tes partenaires pour genre commencer à leur jaser. Tu commencerais par genre, est-ce capable d'écrire un peu du copy, est-ce que tu es capable de faire des posts? Puis là, tu vérifierais un petit peu, puis là, au fur et à mesure, tu donnerais plus de lousse. Parce que la partie viabilité des tâches va augmenter en fonction de sa maturité professionnelle, puis en fonction de comment tu peux valider ça. Ben, c'est un peu le même principe avec des modèles. C'est la première question qu'il faut que tu te poses, c'est, puis là, des fois, le monde n'a pas la réponse, c'est quoi la viabilité de ton truc, puis c'est quoi les conséquences de ne pas avoir sorti quelque chose de viable. Puis je vais donner plein d'exemples, ça va être quand même des bons trucs. Fait que, mais même avant de rentrer là, juste, parce qu'on peut partir partout, le premier truc à considérer, c'est la porte d'entrée pour générer des contrats est rendue comme grande ouverte. Fait que l'accessibilité est là. OK. Là, après, c'est tes games de l'utiliser sur quoi pour le YOLO personnellement, mettons, de vibe tes contrats. Quand, mettons, t'as 0 budget puis que t'as 0 temps, je peux comprendre que pour réviser, mettons, un NDA, te faire flaguer des trucs, puis des trucs qui sont low stakes, mettons, ça peut valoir la peine. Puis même, au contraire,
une chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est que maintenant, les gens sont pas mal plus préparés quand ils viennent nous parler. Par exemple, ils disent, OK, mettons, on donne un exemple, un fondateur qui veut se négocier un referral agreement avec un revendeur ou quelqu'un qui va lui amener des leads pour son software, il va le closer, il va lui donner 10% de kickback. Mhm. Ben, la personne a utilisé ChatGPT en amont pour brainstormer puis se faire une tête de OK, c'est quoi que je devrais considérer dans cette relation-là? C'est quoi, mettons, les royautés qui sont normales là-dedans? Mhm. Je le fais combien de temps? Puis le kickback devrait-tu comme avoir un accélérateur en fonction de la quantité? Fait que il y a plein de réflexions que les fondateurs peuvent avoir en avance par rapport à la structure de leur contrat qui font ça que quand ils viennent nous voir, ils ont une vraiment claire idée de ce qu'ils veulent. Puis ça, c'est gagnant pour tout le monde. Eux, ils sauvent des coûts parce qu'on n'a pas besoin de brainstormer ensemble. Puis nous, on aime vraiment plus ça quand le client sait exactement ce qu'il veut puis qu'on peut juste comme rédiger le contrat. Fait que ça, cette portion-là, je trouve que c'est fantastique. La personne nous arrive et dit « Voici les paramètres du plan que j'ai en tête. Faisons un appel, brainstormons autour de ça, voir si c'est complet, s'il y a des choses qu'on devrait ajouter. » Puis après, souvent, puis là, on va y arriver, c'est pas mal plus efficace que ce soit nous qui fasse la rédaction basée sur la réflexion que la personne a eue en amont. Parce que le temps que tu vas avoir de ton bord à essayer de vibe rédiger un contrat de référencement, ben nous, le contrat, il existe déjà. Là. Genre, il n'y a pas, je veux dire, on va pas te payer pour le repartir from scratch d'une page Word. Ouais. Fait que les gains d'efficacité que tu penses que tu as eu en essayant de le rédiger toi-même sont souvent pas mal nuls. Surtout que là, je veux dire, quand tu sors de zéro, tu n'as pas de budget puis tu veux rien faire, mais de parler 30 minutes à quelqu'un qui va te structurer comme du monde ou qui va te préparer un modèle de contrat que tu peux utiliser, dont tu demandes à un avocat, tu parles pendant 1 heure, je veux dire, les frais sont pas exorbitants, en tout cas pas chez nous, par rapport à ce que tu peux faire. La portion qui est plus dangereuse, ben, il y en a deux. Il y en a un, mettons, récemment, c'est arrivé. Quelqu'un vient nous voir et dit « OK, parfait, voici le plan de match que j'ai en tête. Je veux faire un fonds d'investissement dans lequel mes amis, on va investir dans des compagnies publiques, puis on va se faire un hedge fund essentiellement. » Puis là, il nous envoie le document. Le document, tu vois que c'est généré par ChatGPT parce que c'est comme le fund puis les couleurs de ChatGPT dans le document Word. Puis là, à des places, tu vois genre dans le texte comme « Excellente idée, ce n'est pas qu'un fonds d'investissement, tu mises sur l'avenir. » Puis là, le gars, c'est comme hypé que son truc fonctionnait. Puis des fois, il disait genre « Oui, ça va fonctionner, de structurer de telle façon parce qu'en vertu des lois sur les valeurs mobilières, tu as des exceptions. » Puis le gars, il était convaincu que ça fonctionnait. Puis, mais tu sais, il y a une panoplie de nuances. C'est une personne qui passe leur vie au complet à travailler en valeurs mobilières puis à lire les règlements sur les valeurs mobilières. Puis eux, ils vont avoir besoin de réfléchir à genre c'est quoi la réponse parfaite. Puis d'arriver avec un truc préfet, puis le gars, il partait là-dedans, là, puis c'était en violation de genre toutes les lois sur les valeurs mobilières qui existent. Ben là, il y a des trucs dangereux. Fait que le viable du MVP au niveau du vibe rédiger ton contrat, ben, il peut avoir des conséquences quand même importantes. Là, à la fin de la journée, tu peux débattre. Est-ce que l'AMF se promène avec genre sa lampe de poche puis sa matraque pour essayer de chercher du monde qui veut le faire un petit fonds entre amis pour vibe investir? Peut-être pas. Mais quand même, c'est quand même un truc à considérer. Fait que Fait que ça. Puis tu sais, le parallèle qu'on essaie de voir un peu, c'est mettons que tu t'en vas chez un pâtissier, là, qui amène un tas de marde, là. OK. Puis tu dis genre, mais tu peux-tu comme me mettre un peu de, tu sais, mets-moi du crémage là-dessus, là, fais-moi ça bien. Là. Il va probablement dire, tu sais, moi, j'ai comme plein de gâteaux qui sont déjà faits, là, je passe ma vie à faire des gâteaux. Comme le temps que tu as passé à préparer ton truc que tu m'amènes pour mettre des sprinkles dessus, ça vaut comme pas la peine. Puis la réalité, c'est que c'est souvent ça qui se passe. Fait que le monde qui nous arrive, puis hey, j'ai rédigé mon Limited Partnership Agreement pour un petit fonds que je veux créer avec des amis. Peux-tu le réviser? C'est genre, man, genre tout le temps que tu as pris pour amener ça au pâtissier, là, t'aurais juste pu nous dire ce que tu veux, ça t'aurait coûté moins cher que si on repartait de ton truc et on essayait de le rendre comestible. Fait que je pense que le monde surestime les gains de temps et d'argent qu'ils peuvent avoir pour de la rédaction de contrat parce que ce qui coûte cher dans le légal, c'est pas la rédaction du contrat lui-même, il existe déjà, c'est de le tweaker pour tes paramètres spécifiques. Puis plus tu es avancé dans ta réflexion de ce que tu veux, moins ça va te coûter cher, plus ça va être efficace. Le gain d'efficacité, il se fait pas au niveau de la rédaction du contrat lui-même. Fait que voilà, c'est ça la conclusion. J'ai quasiment l'impression que c'est proportionnellement inversé
à quel point tu veux utiliser l'AI pour ton legal en fonction juste des conséquences de cette tâche ou document legal-là. Tu sais, genre. Ouais, puis tu sais, il y a comme... Mais pour réfléchir, pour t'éduquer, puis tout ça. Mais parce que les médecins en parlent aussi un peu d'un similaire phénomène à ce que tu décris, où est-ce que des patients arrivent, puis ils se sont éduqués, ils ont cherché, puis ils ont une idée de piste de solution pour un traitement, pour un bobo, peu importe. Par contre, quand c'est la santé du monde, des fois, ils sont picky, puis genre, des fois, t'as du monde qui se convainc qu'ils ont raison, puis qui sont pas trust. Ils ne font pas confiance aux professionnels. Fait que ça peut devenir un peu plus confrontant, autant pour le professionnel qui est pas habitué de se faire challenger, surtout pas par un hurluberlu qui a genre chatté avec Claude trop longtemps. Tu vis-tu ça, toi, des fois? Un genre de quelqu'un qui arrive puis qui est comme... Il est Dunning-Kruger, là, un peu. Là. Il est genre, man, je sais c'est quoi qu'il me faut, j'ai juste besoin de tout parce que t'es avocat, genre, puis il fait ce que je veux, puis t'es comme, man... ouais, ben c'est juste qu'on prend pas, genre, on prend pas ce genre de temps-là. Ils se rendent pas, non, puis tu sais, c'est un bon point qu'on pourrait en avoir, mais tu sais, la réalité, c'est que c'est comme ça pour plusieurs cabinets d'avocats, là, puis c'est quand même intéressant peut-être pour le monde de savoir, c'est que ce qui intéresse les cabinets, puis le genre de travail que la majorité des cabinets d'avocats veulent faire, c'est le travail transactionnel. Fait que tu sais, c'est, mettons, vendre une business, faire une ronde de financement, ça, c'est des mandats qui sont plus intéressants, plus challengeants, qui sont de plus longue durée. Payants aussi. Mais de rédiger un contrat à la pièce, c'est un peu comme tu sais, c'est le nécessaire pour avoir le contexte par rapport au client, de bâtir cette relation-là, de t'assurer qu'il y a des bonnes bases solides pour qu'ils se rendent éventuellement, d'un point de vue du business du cabinet, à une transaction qui serait plus substantielle. Et donc, le cabinet, en général, puis incluant Léviat, notre cabinet, est pas mal plus picky d'accepter, mettons, un walk-in client qui arrive de nulle part puis qui dit, tu sais, voici mon document, c'est ça que je veux, peux-tu le réviser? Tu sais, on va juste dire, ben non, pourquoi on ferait ça? Ça va prendre pas mal plus long. Ça va être pas mal plus long de réviser ton truc que de partir from scratch, puis j'ai-tu vraiment envie d'avoir ce type de client-là? Ouais. Pas vraiment. Okay. Fait que, mais tu sais, ça peut arriver, ça arrive de temps en temps. Tu sais, mettons, on envoie, puis tu sais, on rigole toujours un petit peu, mais tu sais, on voit des trucs de genre, le gars, mettons, il a vibe codé sa convention d'actionnaire, il y a vraiment des trucs comme dangereux pour lui, ou même, un récent, c'était débile. La personne, je vais changer les faits un petit peu juste parce que, pour des raisons professionnelles, mais la personne arrive, dit, j'achète une épicerie, puis genre, c'est négocié, toutes les conventions sont déjà faites puis sont signées. Puis t'es là, genre, c'était qui l'avocat qui te représentait pour rédiger des conventions d'achat? Il dit, non, je l'ai fait moi avec ChatGPT. Je suis là, t'as acheté une business puis t'as signé une convention avec ChatGPT? T'es là, ouais. Je suis OK, ben, tu me l'envoyer juste par curiosité, on m'a regardé rapidement. Puis, mettons, il y a genre, infini de nuances là, dans ce genre d'affaires-là. Là. Mais comme au final, la conclusion, c'est que le gars héritait de... Parce que longue histoire, mais en légal, au Québec, quand tu achètes la totalité des actifs d'une business, mettons genre une épicerie, tu achètes l'inventaire, tu achètes les comptes recevables, tu achètes tu prends le bail, tout ça, t'es obligé, t'es réputé avoir accepté que tous les employés suivent. La personne ne voulait pas les employés. Mais genre là, après, ben là, c'est fait, c'est signé. Puis là, t'es techniquement obligé de les mettre tout dehors si tu veux pas. Puis là, t'as des packages à signer, des packages à payer, puis ça fait 20 ans qu'ils sont avec toi. Fait que tu sais, il y a comme infini de nuances que ça m'a déjà fait rigoler. On dit là, man, t'as fait ça? Puis c'est le genre de choses qui arrivent. Fait que là, après, il y a une question de jugement à savoir de genre où est-ce que tu traces la ligne de je peux le viber, là. Mais ça, c'est quand même un exemple cocasse, mettons, de ce qui peut arriver. Puis mettons que je flippe un peu la lentille à travers laquelle on regarde AI puis legal, puis je te dis, dans beaucoup de grosses firmes légales, il y a une adoption forte de des outils comme Harvey ou Legora. Peux-tu juste m'expliquer un peu ce que tu en penses, puis où est-ce que ces outils-là shine, pourquoi ils sont adoptés à ce point-là? Ouais. Tu sais, je peux plus parler pour la partie, tu sais, droit des affaires transactionnelles parce que, tu sais, je fais pas de litige. Je fais toute la recherche juridique. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils puis d'AI pour de la recherche juridique. Fait exemple, sors-moi toutes les cas de jurisprudence ou les précédents par rapport à, tu sais, tel cas de figure dans un litige. Ça, on y touche pas, fait que je pourrais pas trop en parler. Mais, tu sais, le droit, c'est un cas de figure fantastique pour des LLM. Là, genre, on processe beaucoup de données écrites, textuelles. Puis on a output des observations puis des recommandations. Fait que c'est parfait pour ça. Il y a beaucoup de gains d'efficacité qu'on voit au niveau de la rédaction transactionnelle. Fait que, tu sais, exemple, je sais pas, là, mettons que tu as besoin d'une clause ultra edgy sur un truc spécifique. Exemple,
je sais pas, mettons genre, je suis un client d'un enterprise SaaS. Fait que mettons genre, moi, je suis, disons, je suis une compagnie publique, là, whatever. Là. Je suis Couche-Tard. OK. Puis j'achète une licence d'un logiciel qui va gérer des opérations de X, Y, Z dans ma business. Fait que mettons genre un CRM. Puis là, Couche-Tard achète la licence d'une startup. Ben là, Couche-Tard va penser à OK, mais là, qu'est-ce qui se passe si la startup fait faillite? Est-ce que je vais avoir comme le code source sous écrou? Parce que là, moi, j'ai transféré mes opérations dessus. Est-ce que je vais avoir certains droits qui vont persister pendant une période? Fait que, tu sais, historiquement, ce que tu aurais fait comme avocat, c'est OK, ben c'est ça leur besoin. C'est ça le problème à régler. Je vais aller voir juste comme toute notre banque de précédents, parce qu'on a fait genre 10 000. C'était qui déjà? C'est quelle déjà la transaction précédente qui avait un truc similaire dans leur contrat de licence? On va l'ajouter, puis on va le mettre là. Maintenant, il y a deux choses que tu peux faire. Soit tu peux juste comme prompter, si tu utilises, mettons, je sais pas, là, dis-moi qui utilise Copilot, genre. Fait que là, il y en a beaucoup qui, tu sais, les avocats sont beaucoup sur la suite Microsoft, il y en a qui utilisent Copilot. Ben, tu utilises Copilot pour genre prompter c'est quoi déjà le contrat qu'il y a ça. Fait que déjà, tu enlèves toute la job de recherche de c'était quoi déjà le précédent que j'avais utilisé qui avait une clause similaire. Exact. Déjà, t'en es un. Ou sinon, tu as des outils comme genre Spellbook ou t'en as plein d'autres qui sont des plugins qui fonctionnent dans Word. OK. Que tu peux juste utiliser pour prompter, genre, modifier cette clause-là puis rendre-la plus favorable au fondateur. OK. Puis ça va générer la clause. Pas. OK. Ou c'est genre, OK, ben c'est quoi toutes tes recommandations sur le contrat par rapport au à comment je pourrais l'améliorer pour telle situation, ou juste rédiger des clauses. Fait que ça, c'est un plugin Word qui fait que, au lieu d'avoir à retrouver tes précédents, ben, tu peux juste le prompter rapidement, puis tu peux faire de quoi. Évidemment, c'est genre loin d'être tout le temps parfait, mais au moins ça te donne, ça peut donner des bases de réflexion pour essayer de tinkerer quelque chose qui va être pas mal plus rapide que si tu passais ton temps à aller rechercher. Fait que c'est quand même un gain d'efficacité qui est non nul. Puis là, après, il y a toujours la question de, parmi tous les outils qui existent, c'est lequel qui fait le plus la différence, là, parce que tu peux avoir, mettons, 80% des bénéfices avec genre un, je sais pas, le ChatGPT, Copilot, ou tu peux avoir comme 100% des bénéfices avec un plugin Word comme un genre de Spellbook ou un truc comme ça. Fait que souvent, la majorité des cabinets utilisent le low-hanging fruit, genre le path of least resistance, qui est comme, bah, je vais juste mettre ça dans genre ChatGPT ou genre... Ah ouais? Ouais. Je me disais... Puis là, sans la portion confidentielle, mettons. Fait qu'ils vont anonymiser les contrats, ils vont enlever les parties qui ont des noms de personnes dedans. Ouais. Puis ils vont mettre ça là, puis ils vont juste dire, ben, tu sais, sors-moi, mettons. Les Harvey et les gars de ce monde font tout ça, sûrement, pour toi. Ça dépend. Ça dépend. Fait qu'il y en a plein. Puis tu sais, au Québec, c'est particulier, puis plusieurs places dans le monde, mais mettons, pour les cabinets d'avocats, tu as des limitations de où tu peux stocker les données clients. Puis c'est quoi la juridiction de la compagnie qui héberge, mettons, tes données. Fait que, tu sais, si, mettons, tu héberges tes données sur un serveur canadien d'une compagnie américaine, ben là, c'est tricky. Fait que là, il y a comme des limitations. Fait que des fois, il y a certains cabinets qui peuvent juste pas utiliser ces outils-là ou qui doivent patenter une couple de trucs autour pour le faire, puis ça devient peut-être un peu cost prohibitive. Fait que bref, le monde essaie de patenter des trucs pour que ça fonctionne, mais on a quand même des contraintes qu'une startup traditionnelle a peut-être pas ou que ça leur dérange peut-être moins de pas respecter parfaitement. Là. OK. Puis ces gains en efficacité-là qui vont dans tout le travail de col blanc un peu qu'il y a dans une boîte d'avocats, mettons, qui peut être fait par des outils spécialisés AI ou des outils génériques, AI, est-ce que tu penses que ça va faire diminuer la facture? Est-ce que tu penses que ça va faire bouger les cabinets upmarket parce qu'ils peuvent aller prendre des choses plus complexes, plus payantes? Est-ce que le bottom de ton... pas le bottom, mais à la limite le top de ton funnel, les petits contrats, la petite poutine que tu me parlais, qui est comme le début d'une relation seulement, mais pas le end goal. As-tu l'impression que... Ouais? Tu as l'impression que la dynamique un peu cabinet d'avocat va bouger upstream? Ouais, une coupe, ouais. Upmarket, je pense. Une chose qu'on observe déjà, c'est que, comme on parlait tantôt, la pyramide hiérarchique flattonne un petit peu. Fait que, mettons, quelqu'un de mid-level qui a déjà toute l'expérience et le contexte nécessaire pour prendre des bonnes décisions au niveau juridique, n'a plus nécessairement besoin de déléguer des tâches à des juniors, peut en faire en partie tout seul. Fait que ça, le fait que tu as une moins grosse, ça fait que tu as essentiellement une moins grosse structure opérationnelle. Une charge salariale. Une charge salariale et tout ça. Puis tu as aussi, bénéfice accessoire, il y a beaucoup de gains d'efficacité au niveau administratif. Fait que, tu sais, mettons, tu as certains cabinets qui roulent avec un ratio de genre 4 ou genre, mettons, 2 avocats pour un personnel administratif, ou des fois 3 ou 4 avocats pour un personnel administratif. Tu sais, nous, on dit comme 10 pour 1. Fait que tu as clairement des gains d'efficacité quand tu es structuré avec des bons outils administratifs dès le départ. Puis là, ça réduit ton overhead, ça fait que tu n'as pas besoin de charger aussi cher pour être compétitif. Fait que je pense que overall, la tendance va
tendre à réduire la facture au client parce que tu peux être plus compétitif avec moins. Mais je pense aussi que, encore une fois, ça va dépendre des types de cabinets, mais Ouais. souvent, mettons, quand je parle à des gens, ils ont tendance à penser que le travail de notre équipe au day-to-day, c'est d'être devant un ordi puis de rédiger des contrats, mais une grosse portion de notre travail dans des transactions, par exemple, de financement de business ou de vente de business, c'est de s'asseoir avec le fondateur puis de Exact. jaser de OK, voici toutes les demandes de tes investisseurs, voici qu'est-ce qui est, mettons, standard dans le marché, voici les risques qui viennent avec, puis de brainstormer avec eux sur qu'est-ce qui est acceptable ou non, comment est-ce qu'on pourrait trouver des façons de packager un deal qui fonctionne pour tout le monde. Puis ça, c'est pas quelque chose qui s'automatise facilement pour le moment, mettons. C'est vraiment comme tu utilises ton expérience puis ton contexte, puis tu brainstormes rapidement sur le fly de trucs. Puis ça prend encore du temps. Tu peux avoir des outils qui t'aident autour de ça, mais comme le gain d'efficacité, il n'est pas de 10x pour ces situations-là. Exact. Puis moi, ma valeur perçue avec, mettons, vous, pour être client de chez vous, ou même avec d'autres professionnels, services professionnels, c'est réflexion plus relation. Fait que comment tu utilises ta tête, ton expertise, puis ton thinking pour réfléchir sur le sujet dont tu es le professionnel, pas pour, comme tu dis, monkey type un contrat ou whatever. Puis ensuite, comment tu gères la relation avec moi, comment tu m'éduques, comment tu communiques, comment tu me conseilles. C'est là la grosse valeur. Puis ça, je pense que, surtout dans des domaines critiques comme la santé ou le droit, ça va prendre un bout avant qu'on fasse 100% confiance à un AI pour faire la réflexion et la relation avec nous autres. Ouais. Il y a quelqu'un qui me demandait genre, mais pourquoi, mettons, votre développement d'affaires, c'est pas juste comme des AI SDR qui cold call du monde? Je suis là, man. Genre, l'aspect confiance de notre business est tellement élevé que, genre, avant de développer une relation avec quelqu'un, de lui conseiller correctement, qu'on ait fait nos preuves comme étant des conseillers experts dans un domaine, puis qui nous donnent le mandat de, mettons, vendre leur business pour 50 millions, genre, il s'en passe des affaires, là. Fait que, tu sais, que le SDR qui cold call et dit je peux-tu vendre ta business pour 50 millions, ça se passera pas de même, là. Éventuellement, je veux dire, c'est toujours, dans le marché service professionnel, c'est pareil partout, là, le marché est structuré entre tout ce qui est genre de la commodité, le productize, fait que mettons genre des incorporations, résolutions, tous des petits trucs à faible valeur ajoutée. Ça, les cabinets qui sont spécialisés là-dedans vont pouvoir dramatiquement réduire leur staff. Tu n'as pas besoin de la confiance de quelqu'un pour rédiger, mettons, tes résolutions annuelles et des trucs de même. T'as raison. Ouais. Fait que si tu segmentes, mettons, par organisation ou par division d'affaires à l'intérieur d'un cabinet, il y a certaines divisions qui peuvent être vraiment beaucoup automatisées, améliorées. Tu en as d'autres qui sont plus de nature comme d'expertise ou d'expérience, puis qui, elles, vont encore avoir besoin de beaucoup de confiance puis d'apport humain. Mais je veux dire, puis ce spectre-là de ce qui est considéré comme une commodité puis ce qui est considéré comme de l'expertise change aussi avec le temps. Il y a vraiment longtemps, genre faire un SaaS agreement, c'était considéré comme exotique parce que genre, le cloud commençait puis tout ça, mais là, maintenant, c'est rendu comme une semi-commodité. Fait que, tu sais, tout ça change, mais il va toujours avoir de la place pour what's good. On verra bien, là, mais il y a quand même un long tail d'expérience et d'expertise qui est nécessaire, qui, lui, est difficile à comme automatiser et à structurer vraiment facilement. Vraiment. C'est intéressant, j'ai hâte de voir comment ça va bouger. Il y a une autre dimension de ton travail qui est super valuable, je pense, pour l'audience. Fait qu'on va changer de vitesse un peu, puis on va creuser, on va double-cliquer sur ça. C'est la notion des breakups ou des divorces de co-founders. Fait que quand la merde pogne dans le ventilateur, puis que là, il y en a qui veulent sortir, il y en a qui veulent faire sortir d'autres mondes, etc., tu écris du beau puis du bon contenu sur LinkedIn, puis il y a une couple de posts qui touchaient à des choses comme ça. Fait que je veux qu'on prenne un petit détour dans cette avenue-là. Dans la vraie vie, c'est quoi les causes les plus communes ou les plus populaires de genre un break-up de founders que tu vois? Ouais. Il y en a une couple, mais tu sais, il y en a une couple. Comme à la fin de la journée, il y a, si on parle un peu du le concept de task relevant maturity, mais tu sais, il y a des gens qui sont geared, qui ont une expertise ou un skill set qui fit à certaines étapes. Oui. Fait que, mettons, quand il y a des stades d'entreprise qui avancent, ben là, souvent, des potentiels de break-up additionnels viennent. Fait que, tu sais, mettons, quand tu es dans le 0 to 1 avec deux personnes qui travaillent ensemble, souvent, puis ça, c'est une chose qu'on voit quand même beaucoup. Mettons, tu as un CTO comme ultra introverti, qui est capable qui est ultra bon techniquement, il va développer, il va faire, mettons, la V1 de l'app, il va travailler là-dessus. Mais dès que
tu commences à croître, tu commences à engager du monde, mais là, c'est pas la personne, c'est le CTO co-founder, mais c'est pas nécessairement le bon gestionnaire. 100%. Et donc là, il y a des discussions importantes ou difficiles qui se passent, de genre, OK, mais t'es peut-être pas à ta place au niveau en gestion. Est-ce que tu voudrais rester plus comme un contributeur individuel, avoir quelqu'un d'autre qui prend le poste de CTO ou on trouve une façon de faire fonctionner? Puis ça, c'est des endroits, des situations qui peuvent mener à des break-ups. Si la personne veut pas ou perçoit pas cette lacune-là de son côté ou ne sont pas d'accord avec ça, ben ça peut être des causes qui mènent à des break-ups. Fait que ça naît. Au niveau de... Tu penses que c'est la plus populaire ou c'est juste la première qui t'est venue en tête? Ben là, c'est sûr qu'on indexe beaucoup pour le type d'industrie dans lequel on est, mais pour des business de SaaS financés, d'être dépassé par les événements ou d'avoir dépassé ton skill set au niveau du stade de croissance, c'est souvent ça qu'on voit. Ouais. Parfait. Fait que je te dirais que c'est pas mal ça. Sinon, quand ça va, mettons, moins bien, là, fait que quand tout va bien, c'est quand même plus facile, mais quand ça va moins bien, ben là, tu as plus de tension, puis là, les choses qui te gossaient un petit peu sont pas mal, ils reviennent pas mal plus... te tannent pas mal plus rapidement, fait qu'il y a plus de conflits et ces choses-là. Fait que là, après, quand ça va moins bien, il y a des coups d'opportunité qui commencent à... Le monde dit, ben là, si je travaille sur un truc qui fonctionne pas tant bien, est-ce que je vais passer encore mes 3 prochaines années là-dessus ou est-ce que je serais mieux de juste partir une nouvelle business ou juste faire autre chose? T'as pas mal de break-up qui arrive à ce moment-là. Là. Fait que, disons, 2 ans après avoir levé ta dernière ronde de financement, c'était VC-backed, si t'es pas là où tu voulais, ben il y a pas mal de break-up qui peuvent se passer là. Puis je dis 2 ans parce que c'est souvent comme le runway que le monde veut à peu près aller chercher. Là. Fait que ça, c'est un des trucs qui se passe aussi. Puis pour des business qui sont pas nécessairement autour de VC-backed ou même tech ou pas tech, ben t'en as beaucoup qui sont autour de genre, est-ce que nos priorités ou nos objectifs de vie ont changé? Fait que il y en a, mettons, tu vas avoir des enfants. Ben là, est-ce que tu as autant le goût de grinder? Si tu un des cofondateurs qui n'a pas d'enfants puis que lui, comme c'est bien correct d'être sur l'avion comme 24 heures sur 24 pour aller, mettons, closer des clients, puis que cette perception-là que l'autre cofondateur, ben, il en met pas autant du sien. Fait que là, il peut avoir des conflits là. Mais fait quoi, t'as comme infini de trucs, mais ceux qui reviennent le plus, c'est principalement ça. Là. Fait qu'il faut que tu aies comme un triggering event. Fait qu'il faut que tu aies un événement qui fait en sorte que tu remets, qu'il y ait une remise en question de la part respective du monde. Puis après, tu as des discussions. Si les discussions vont mal, ben là, c'est là que ça peut arriver. Mais ce qui est fucked up, je trouve, Guy, c'est que il y a un moment ou un élément déclencheur qui remet en question l'apport des différents actionnaires, par exemple, ou leur valeur ou leur vision. Par contre, en arrière de ça, en pilier à ça, il y a une convention d'actionnaires qui, elle, n'a pas nécessairement de prescription par rapport à qui doit faire quoi, comment, quand. Puis là, quand l'élément déclencheur qui fait en sorte que les visions clash arrivent, des fois, tu n'as pas l'espèce de pilier légal ou fonctionnel pour prendre les décisions. Right? Je te donne un exemple peut-être un peu plus pratique. La semaine, il y a 2 semaines, je suis allé avec un founder dîner, puis il me contait, écoute, ça fait peut-être 6 ans qu'on build ça, puis tout, puis au début, on était plusieurs actionnaires, là, disons plus que 2. Là. Puis on était, les lunettes roses, etc. Là, 6 ans in, c'est moi qui... c'est moi qui porte la majorité de la compagnie. Il y en a qui s'impliquent juste dans le CA depuis des années, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe dans les opérations. Puis là, je suis excité à propos, mettons, de l'AI, puis j'ai une idée pour aller capturer plus de marché, de market. Puis je veux accélérer, mais crime, j'ai tout ce bois mort-là sur ma cap table. Je veux pas me redéfoncer pour leur gain. Mais j'ai pas de document qui m'aide à dire, t'es en défaut de responsabilité. Puis à chaque fois que je me fais compter une histoire de même, Guy, je suis comme, man, va parler à Guy. Parce que, genre, je sais pas exactement, tu sais, ça devient une game politique, sociale, de faire comprendre, de peut-être racheter, de genre. Fait que pour ramener ça à une vraie question, au niveau de la convention, y a-t-il des choses qu'on peut reconseiller au monde de mettre dedans pour éviter bois mort, conflit? Oui, ben, comme la question en général, il y a aussi qui est intéressante, qui s'amène, c'est genre, c'est quoi la limite de l'utilité d'une convention d'actionnaire dans des cas comme ça? Fait que, une chose, avant même de dire qu'est-ce que ça doit contenir, il y a peut-être une question à savoir, qu'est-ce que ça contient habituellement pas? Fait que, mettons, exemple, les conventions, la convention d'actionnaire, c'est pas ce qui va t'aider à identifier les rôles et responsabilités respectives de tout le monde dans l'équipe puis comment elles vont évoluer avec le temps. Fait qu'il y a nécessairement une part de chance ou genre de confiance qui vient avec le fait que, ou tu peux l'anticiper le plus que tu veux, mais genre,
il n'y a pas tout qui peut juridiquement se prévoir à 100%. Prescriptif, là. Ouais. Pas dans ce document-là. Oui, exact. Puis, ou même pas du tout, là, ou c'est peut-être même pas suggéré de vouloir micro-optimiser les 5 prochaines années de croissance de ta compagnie puis les rôles respectifs de chaque personne pour être sûr que tout le monde est toujours à la bonne place au bon moment avec des pénalités si jamais ça le fait pas. Parce que, je veux dire, il y a tellement de choses qui peuvent arriver entre maintenant et 5 ans que le risque de ne pas avoir le product market fit, mettons, pour une business early stage, est peut-être plus élevé que le risque de ne pas être sur ton X dans 3 ans une fois que tu commences à engager du monde et tout ça. Fait que, tout ça pour dire qu'il y a une réflexion à faire en amont qui est ultra, ultra, ultra importante. Il y a une partie de confiance que les fondateurs doivent avoir entre eux, une réflexion qu'ils doivent avoir sur c'est quoi nos skill sets respectifs, puis comment on pense que ça va évoluer dans le temps, puis d'essayer d'être clair par rapport à ça. Mais de vouloir sur-legalize tout n'est pas nécessairement la bonne solution dans toutes les circonstances. Puis là, on va revenir au strict minimum. Là, il y a certains trucs que tu veux absolument avoir. Mais des fois, ça arrive du monde qui dit j'aimerais ça une convention que chaque heure que je mets dans la compagnie, ça me donne un certain pourcentage des actions pour les 3 prochaines années. Puis là, je suis comme, tu peux faire ce que tu veux, là, mais j'ai pas l'impression que ça va adresser le problème principal qui semble être un manque de confiance par rapport à ça va être quoi l'apport respectif du monde autour de la table. Que si tout le monde est all-in dans le projet, je veux dire, t'as pas besoin de micro-optimiser le nombre d'heures passées. Ouais, mais ça, c'est un snapshot de la réalité année 1, mais à l'année 6, pour revenir à mon founder qui me racontait ça, si la réalité a changé, le monde ne fait plus all-in, le monde ne fait plus confiance. T'sais. Exact. Ouais, puis c'est là que les situations de, les clauses puis les affaires dans ta convention actionnaire que tu veux minimalement, puis sont importantes, puis on va en jaser, mais de vouloir comme micro-optimiser le path de la relation entre les fondateurs sur une trop longue durée de qui va faire quoi, combien de temps. Ça, je pense que c'est pas je pense pas que c'est là qu'il va y avoir les bénéfices principaux. Fait que ce qu'il faut minimalement, puis ça, on le voit quand même souvent, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle Restricted Share Agreement ou droit de retrait des affaires, ou essentiellement, qu'est-ce qui se passe avec les actions d'un fondateur qui n'est plus dans la compagnie. Fait que plus dans la compagnie, c'est soit il décède, soit il démissionne, soit il se fait renvoyer, il se fait renvoyer avec ou sans cause. Fait que tous ces paramètres-là de la personne n'est plus impliquée dans la business. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Souvent, il y a des dispositions qui permettent le rachat de leurs actions, par exemple, à des formules prédéterminées ou à des paramètres prédéterminés, ce qui fait en sorte que tu as une certitude dès le jour 1 que si jamais ça ne se passe pas comme tu veux, il y a des mécanismes de rachat prévus, tu peux éliminer le bois mort, là, comme tu expliquais, comme tu disais. Et ça, c'est une certaine certitude. Puis c'est gagnant pour tout le monde. Puis au jour 1, c'est le meilleur moment de le mettre en place parce que, comme tu disais, au jour 1, tout le monde sait qu'ils veulent être en ligne, mais à l'année 6, on ne le sait pas. Fait que d'avoir ça dès le jour 1, ça protège tout le monde, ça protège la compagnie, puis ça empêche d'avoir des gros bloquants. Si jamais, justement, tu as le tiers de tes actionnaires qui sont plus impliqués, ça peut avoir un impact sur le moral de ceux qui restent impliqués. Ça peut avoir un impact sur juste la viabilité de la business en général. Fait que ça, c'est super, super important. Fait que la situation que je décrivais, moi, c'est probablement... J'ai pas trop creusé avec le dude, mais c'est probablement un cas où ces clauses de retrait d'affaires-là étaient soit pas là, ou ils ne voulaient pas encore les invoquer pour maintenir les relations saines, etc. Exact. Puis, on peut rentrer dans un rabbit hole quand même longtemps, mais il y a la question de qui contrôle aussi le conseil d'administration pour être capable de prendre ces décisions-là, de mettre fin à l'emploi de quelqu'un, parce que quelqu'un pourrait rester à l'emploi, mais travailler comme 2 heures par semaine dans le business. Fait que, il y a un moment où un certain contrôle doit être pris pour si la personne ne démissionne pas, faut que tu la mettes dehors. Fait qu'il y a tous ces paramètres-là, mais oui, dans ce cas-là, ça me semble être un cas où la personne n'avait soit pas ces clauses-là, soit elle ne voulait pas les utiliser, ou elle les avait, mais des fois, tu as des deadlines pour les exercer, là, puis elle les a pas exercées dans le deadline, presque. Puis quand les visions divergent ou qu'il y a une mésentente entre les co-founders, quel genre de mécanisme ou de méthode tu suggères avant qu'on arrive à invoquer des clauses peut-être légales ou amener des avocats dans le décor? La médiation, c'est-tu juste un rêve de licorne, ça, ou ça marche pour vrai des fois, genre? Ou... Ouais, tu sais, je pense pas avoir vu... ça peut marcher, là. Je pense pas avoir vu de cas concrets où ça a réglé fondamentalement un problème, là, parce que souvent, quand tu es rendu là, c'est juste que tu as essayé pas mal tout ce que tu pouvais. Fait que la médiation, c'est une bonne idée pour être capable de
Puis là, il y a certains. Mettons, disons, une situation où tu as 2 fondateurs 50-50. C'est là où ça a le plus de chances de bloquer, right? Parce que quand tu es 3 au moins, si tu es capable de rallier une autre personne, tu peux continuer à avancer, puis tu peux bouger. Quand tu es 2 50-50, ben, le problème, c'est que dès que tu t'entends pas sur de quoi, il n'y a rien qui avance. Deadlock, ouais. Ouais, deadlock. Et donc, la médiation peut être une solution utile, que ce soit médiation ou nommer, que vous entendez d'avance pour nommer un tiers, là, qui soit genre un ami commun, whatever, qui lui va trancher dans certaines circonstances. Tu peux avoir une panoplie de solutions potentielles pour juste permettre d'avancer. Au moins, tu sais, ça va peut-être, ben, clairement, il y en a un des deux qui ne sera pas content dans la direction où ça va, mais au moins, tu vas avoir des mécanismes pour ne pas bloquer la business à tout jamais, puis enlever le deadlock. Ça, c'est possible. Il y a aussi le genre de mécanisme ultime, là, potentiellement le dernier de la liste que tu essaies quand tu passes à travers toutes les autres, qui est le shotgun. Puis ça, encore une fois, il y a des circonstances spécifiques où c'est utile, puis circonstances spécifiques où c'est pas une bonne idée, ou juste pas tant utile. Fait que, quand tu es 2 personnes 50-50, c'est le cas de figure typique pour un shotgun. Explique vite, c'est quoi un shotgun? Ouais. Pour le shotgun, c'est essentiellement une personne offre à l'autre, dire, ben, je pense que la business vaut 1 million. 1 million, tu as 50% de la business, je t'offre de te racheter pour 500 000, mais tu peux aussi décider de me racheter pour 500 000, puis c'est toi qui décides. Fait que la personne qui déclenche l'offre donne à l'autre le choix de se faire acheter ou acheter l'autre au même prix. La raison pour laquelle c'est un mécanisme élégant, c'est que si tu ne sais pas si tu vas te faire acheter ou si c'est toi qui vas acheter l'autre, ben tu as un bon incitatif financier à trouver un prix qui est fair parce que tu ne sais pas de quelle base ça va swinger. Puis la raison pour laquelle c'est un mécanisme qui est relativement élégant aussi, c'est que ça va... une fois que tu as racheté l'autre, ben, il reste un actionnaire puis ça enlève le deadlock pour de bon. Évidemment, c'est pas quelque chose de le fun, c'est pas quelque chose qui est productif pour la business. Fait que c'est quelque chose qui souvent va amener une longue période de il n'y a rien qui se passe, tout le monde essaie de voir si on est capable d'aller chercher le financement pour essayer d'aller l'exercer, il y a pas mal de stress, puis c'est clairement contre-productif. Fait que si tu es capable de t'en sortir sans ça avant, en négociant entre vous, puis en trouvant un prix à l'amiable, c'est clairement le mieux. Mais si tu peux pas, ben ça reste une option qui existe. Puis il y a des façons de la paramétrer qui est bien puis qui peut être un peu plus dangereuse. Il faut que tu réfléchisses en amont de OK, ben c'est quoi l'apport financier ou les capacités financières respectives des deux parties. Si tu en as un qui a infini de capital puis tu en as un qui n'a pas de capital, ben les chances sont que l'autre personne va être prête à payer peut-être un petit peu plus ou avoir un accès à du capital plus rapidement. Ouais. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir de financement. Fait que pour lui, c'est moins long d'exercer son shotgun que toi. Fait que toutes ces réflexions-là à avoir. Puis tu sais, quelqu'un qui me racontait que son cofondateur, il avait exercé son shotgun pendant que lui était en vacances, genre en safari en Afrique, fait qu'il n'y avait pas de cellulaire puis rien, puis il y avait comme, je sais pas, 30 jours pour répondre. Mon Dieu, ça. Fait que tu sais, il y a pas mal de paramètres à réfléchir, mais c'est un outil qui existe puis qui peut être utilisé, puis c'est souvent comme le dernier recours. Il y a des moments où tu veux pas en avoir, où c'est comme pas souvent une mauvaise idée, puis c'est quand tu as plus que 2 actionnaires, ou que tu es une business qui est VC-back, tu as d'autres mondes sur ton cap table, c'est pas le genre de choses que tu veux. Parce que de un, mettons que tu as des investisseurs, ça fuck le chien complètement. Là, je veux dire, tu veux pas ça. Puis là, tu sais, genre, là, il y a du monde qui vont partir, puis tout ça. Puis quand, mettons, disons, tu es 3 ou 4 fondateurs, ben, tu peux, puis la majorité du temps, comment c'est rédigé, c'est que les mondes peuvent s'organiser en groupe pour faire l'offre à l'autre personne. Fait que, mettons que vous êtes 4 fondateurs, tu en as 3 qui font l'offre au 4e qui reste, ben, le 4e peut soit acheter les 3 autres ou les 3 autres se partagent celui de l'autre qui reste. Et donc, comme là, il y a un débalancement financier nécessairement qui arrive parce qu'ils ont plus de ressources à 3 ensemble pour aller racheter, puis pour lui, ça va être pas mal plus tough de racheter les autres. Fait que, tu sais, est-ce que tu peux en mettre une pareille? Oui, mais tu sais, c'est pas le genre de choses qui est... Il existe une clause Mexican standoff à 3 de même? Oui, ça se regarde. Il y en a plein. Il y a des trucs edgy quand même, mais c'est rare que ces trucs edgy-là soient des solutions comme économiquement faisables, mais... C'est des trucs de genre des reverse Dutch auction où genre le monde, comme tout le monde font des... Dutch, c'est quand ça descend, là? Ouais, c'est ça. Fait que tout le monde fait des offres à certains prix, puis genre, là, à un moment donné, lui qui est prêt à payer le plus cher finit par avoir la business, là. Fait que reverse Dutch, ça monte dans le fond. C'est... Parce qu'un Dutch auction, je pense, c'est genre quelqu'un fait un premier bid, plus quelqu'un fait un bid en bas, puis là, il y a un time limit. Ouais, il faudrait que je recheck, là, mais de moi, c'est genre, au final, l'objectif de tout ça, c'est que ça maximise la valeur que le monde sont prêts à payer pour la business. Fait que c'est ce qui va chercher la meilleure valeur pour les actionnaires, mais c'est un mécanisme qui est comme compliqué, qui n'est pas nécessairement pratique. Là. Y en a-t-il d'autres mécanismes, soit funky ou juste classiques, qui ont mené à genre
une destruction de valeur assez importante pour une personne, pour un actionnaire ou parce que des fois t'as des histoires croustillantes. Fait que j'en voudrais juste une là, parce qu'il nous reste pas full temps, mais au moins. Mettons pour un exemple de shotgun, tu sais, dans une clause shotgun, tu dois envoyer un avis à l'autre actionnaire qui dit voici le prix auquel je suis prêt à soit t'acheter ou que tu m'achètes. Tu sais, à un moment donné, quelqu'un qui me racontait qu'il avait fait un typo, genre, où c'était trompé dans le montant qu'il avait mis. Fait que, tu sais, il avait oublié un zéro, genre, un truc comme ça. Fait que ça, c'était un coup de la merde. Un autre aussi qui me racontait que il y avait, fait que c'était deux actionnaires 50-50. Un des deux se disait, il y a aucune chance que l'autre me rachète. Je vais juste faire une offre à 1$, puis genre, il aura jamais le temps d'opérer la business, puis genre, il apprendra jamais. Les autres se sont juste dit, j'ai un ami au chômage qui n'a rien d'autre à faire que d'opérer cette business-là. Fait que genre, il l'a racheté pour 1$, puis son ami au chômage l'a opéré. Ça paraît comme une erreur de novice quand même grave, là, mais genre, ouais, ça s'est fait. Fait que, tu sais, c'est pas le genre de choses que tu YOLO, là, mais ouais, fait qu'on en va de temps en temps. J'essaie de voir avec le temps qui nous reste, mon vieux, ce que j'ai envie de parler. J'ai quand même envie qu'on double-clique sur quelque chose qui a des ramifications légales, mais qui fait partie d'un autre type de deal, que genre on rachète un founder ou on va chercher de l'investissement, plutôt quand on est rendu à vendre sa compagnie. Ouais. Puis t'en as parlé, toi, publiquement sur LinkedIn, puis probablement plein de fois dans ta vie, mais le concept de earn-out, ça peut être une épine, right, dans un deal qui peut refroidir un founder, une founder ou refroidir un acheteur aussi. Ouais. Y a-tu des histoires que tu peux nous raconter par rapport à quels sont les regrets par rapport à une entente sur un earn-out que tu as entendu parler, qui peut peut-être être des des precautionary tales. Ouais, c'est drôle parce que tu sais, je lisais comme un survey, un questionnaire récemment que les fondateurs ont fait, les fondateurs qui ont déjà vendu leur business, puis ils répondaient, puis il y avait une panne d'application, puis une des questions c'était c'est quoi la chose que tu regrettes le plus de ta transaction? Puis parmi ces choses-là, il y en avait que de pas avoir notifié le reste de mon équipe plus tôt parce que là, ça l'a brisé la confiance. Fait que là, quand ils ont appris la vente sur le coup, ça a été difficile de transitionner par la suite. Fait que ça en était un. Mais elle, qui arrivait tout le temps au top, qui avait le plus de réponses, c'était le fait d'avoir tout simplement eu un earn-out dans le deal. Tout court. Puis la raison, c'est que, ça arrive souvent dans la négociation, c'est que, bon, tout le monde sait que le earn-out, c'est conditionnel, puis c'est basé sur l'atteinte d'objectifs spécifiques. Fait que, exemple, mettons un earn-out, disons, typique, ça va être, si tu es capable d'atteindre X de chiffre d'affaires l'année prochaine, tu vas avoir ton earn-out au complet. Ça veut dire un pourcentage de la valeur de ton deal, il est comme verrouillé derrière un objectif à atteindre. Exact. Fait que mettons que tu pensais vendre ta business, tu as un 4 millions upfront que tu reçois en vendant ta business, puis 1 million de plus que tu peux aller chercher en atteignant certains objectifs. Des fois, ça peut être structuré avec des accélérateurs de comme si tu as encore plus de revenus que ce qui était prévu, tu vas avoir un bonus de plus. Si tu en as encore moins, tu vas avoir un prorata ou des fois, ça tombe à zéro. Fait que, en bref, l'idée, c'est il y a des conditions à atteindre, puis si je les atteins, j'ai le million de plus que je veux. Souvent, les fondateurs sous-estiment leur capacité à bouger aussi rapidement puis à implémenter les changements qu'ils veulent dans l'organisation une fois qu'ils ont été vendus. Parce que, tu sais, une fois que plus le même genre de troc, là. C'est ça. Si t'es plus le boss, tu n'opères pas le même genre de troc. Et pour te rendre confortable à 100% que tu vas être capable de les atteindre, tu vas avoir une liberté comme fondateur absolue sur ce que j'ai le droit de faire avec cette business-là. Parce que si j'ai besoin de dépenser plus en advertising, j'ai besoin d'engager une personne de plus, ou j'ai besoin de faire whatever quelle décision, quand c'était ta business à toi, tu pouvais le faire, puis tu pouvais bouger le bateau où tu voulais. Maintenant que tu as vendu à quelqu'un d'autre, c'est normal pour l'acheteur qui a acheté ta business de vouloir avoir un certain droit de regard sur ce que tu peux faire ou ce que tu peux contrôler au niveau de la business. Tu sais, il t'a pas payé 5 millions pour ensuite que tu dépenses 5 millions à advertising juste pour aller chercher, pour micro-optimiser ton earn-out. Fait que souvent, les acheteurs vont, en fait, pas te donner de liberté. Ils vont te dire, tu sais, maintenant, tu es rendu un VP de telle division. Et donc, tu vas suivre la structure habituelle. Tu vas avoir un budget qui doit être donné. Puis c'est dans ce budget-là que tu vas devoir avoir tes earn-out. Et souvent, il y a de la frustration autour de ça parce que les fondateurs, ils veulent leur earn-out, mais en même temps, il n'y a pas cette liberté. Et donc, tu peux négocier en amont, dans la vente, des paramètres. Puis, tu sais, on en a jasé récemment. Il y a des gens de la communauté Ça se passe avec lesquels on a jasé. Il y en a qui ont structuré leur earn-out puis qui ont exécuté d'une façon
vraiment, vraiment bien, qui ont réussi à avoir cette liberté-là qu'ils voulaient, d'avoir le budget qu'ils voulaient et d'avoir atteint, même explosé les objectifs. C'est des super bons cas de figure. Mais ce qu'on voyait dans le survey, le sondage, c'est que les gens, souvent, ils l'atteignaient juste pas pour plein de raisons. Soit manque de liberté, soit juste changement de contexte économique, soit... des fois, ça peut arriver. La personne qui t'achète, c'est un compétiteur ou... whatever. Mettons que ton acquéreur voit que tu as tel business comme client. Ouais. Puis ces clients-là, c'est des compétiteurs de ton acheteur. Ouais. Puis là, ils vont se dire, ben là... Fuck these guys. Fuck these guys. Mais là, tu sais, mais ça représentait une grosse portion de mon revenu. Fait que là, est-ce que tu veux... Fait que là, au début, ça va se négocier aussi dans les clauses de vente. Mais tous ces paramètres-là de micro-optimiser la liberté que j'ai pour atteindre mon earn-out, souvent, ce qui ressortait dans le sondage, c'est que les gens étaient insatisfaits par rapport à ça, puis qu'ils auraient dû, plutôt que de miser sur un 1 million potentiel, ils auraient dû accepter un 250 000 cash tout de suite, puis juste laisser ça aller en présumant que tu ne l'auras pas. C'est un insight qui revient souvent, ça, même genre, OK, j'ai voulu trop d'actions dans mon deal versus du hard cash, parce que du hard cash, pas genre... pas genre c'est étalé dans le temps. Souvent, tu peux l'utiliser, l'investir, puis genre le faire fructifier ou avoir un rendement là-dessus. I guess t'as des exceptions comme genre quand c'est une compagnie publique qui est en explosion puis que les shares sont full liquides, genre là, ça peut être fou raide, là, tu sais, comme composition, mais ça veut dire que les gars dont tu fais référence dans la communauté, ça se passe, eux, c'est plus l'exception que la règle, là, dans la mesure où genre ils ont nailé leur earn-out. Là. Si on se compare au survey, au sondage. Ouais, absolument. Fait que tu sais, puis let's go, les gars, ils ont exécuté, là, c'est impressionnant. Mais tu as amené un bon point qui est intéressant aussi, c'est quand ta compensation, quand tu fais ta business puis tu reçois des actions de ton acheteur en contrepartie, ben là, tu amènes un autre pan de discussion. C'est genre, OK, ben là, il faut que je fasse ma propre diligence sur la business pour voir, ça vaut tout ça pour vrai, ou c'est juste le dernier prix qui était anchored à leur valorisation de 2021 quand ils ont levé de l'argent. Fait que, on a beaucoup de situations où des fondateurs ont reçu des actions en contrepartie. Fait qu'ils ont eu une portion cash, une portion en action de l'acheteur. Puis l'acheteur a perdu genre 80% de sa valeur depuis. Et là, c'est genre ça, tu write-off ça à zéro. Ou en tout cas, tu présumes. Fait que il y a une panoplie de trucs qui peut entrer en ligne de compte. Ce qui faisait que ce sondage-là, la conclusion, c'était prends le plus de cash que tu peux, puis comme... T'es-tu pas mal d'accord avec ça? Ben, si tu réalises que tu... Puis ça, c'est le genre de discussion que tu vas avoir le plus tôt possible dans le ego, là. Ouais. Si tu réalises que tu n'es pas capable d'avoir la liberté nécessaire pour exécuter, j'aurais tendance à dire que t'es pas mal mieux de recevoir le plus de cash possible. Ton autonomie ou ton budget ne passe pas au sniff test, tu fais comme, donne-moi du cash, le moins d'objectifs possible. OK. Nice. Côté non-concurrence, non-sollicitation, y a-t-il un conseil qu'on peut donner par rapport au M&A qui est intéressant? Genre, qu'est-ce qui est raisonnable, mettons? Je t'ai vu écrire un peu là-dessus. Ouais, le typique, c'est que, mettons, jusqu'à 5 ans, là, ou même des fois 6 ans, mais mettons jusqu'à 5 ans de non-compete. Et puis non-solicite, c'est justement... ça peut être 5 ans, mais l'idée en général, c'est que l'acheteur achète ta business pas pour que tu lui fasses compétition le lendemain. Puis l'acheteur, lui, il te paye un certain multiple. Là, fait que dans sa tête, il y a une modélisation de retour sur l'investissement. Puis c'est sûr que si dans sa tête, il se repaye sur 5 ans, ben, il va vouloir que ça soit, mettons, 5 ans la non-concurrence. Il y a toujours des limitations de, tu ne pourrais pas faire 99 ans. Il y a toujours des limitations juridiques autour de ça. Mais mettons, 5 ans, c'est considéré comme... dans une convention de vente, spécifiquement, c'est considéré comme raisonnable. Puis, il devrait pas... La réalité, c'est genre, si tu vends la business, là, tu devrais pas avoir des regrets ou des remords. Comme tu devrais pas vouloir micro-optimiser de genre, non, je pense que 5 ans, c'est trop, je voudrais 2 ans. Là. Ça, c'est souvent un red flag que tu envoies à l'acheteur qui risque d'avoir une atteinte à sa rentabilité si tu te repars de quoi d'autre plus tard. Là. All right. On s'en va vers notre closing, mon vieux. Fait que je sais pas tout ce qui se passe côté Leviat, côté... investissement avec les différents deals dans lesquels tu es impliqué, mais as-tu des trucs à plugger, des shameless plugs, du monde qui t'embauche, que tu veux rencontrer, des causes qui te tiennent à cœur, ou aller donner notre argent? Ben, pour Leviat, toujours en embauche. Donc, tu sais, avocats, grindés qui veulent travailler fort puis qui veulent travailler avec des early stage SaaS, c'est ça notre truc, là. Fait que c'est le genre de avocat, c'est ça, c'est ce qui l'intéresse. Let's go. C'est là que ça se passe. Côté investissement, puis même côté juste personnel, là, je suis toujours super heureux de rencontrer des founders, de jaser de n'importe quoi de leur business, de brainstormer sur peu importe. Toujours heureux de le faire. On peut te poker genre LinkedIn, courriel. Ouais, exact. Guillaume sur LinkedIn. sur LinkedIn. Quand je partage pas des hot takes, je suis dispo pour répondre répondre au monde. Puis ça. Moi, je vais te faire une plug aussi, mais sur saspace.com/partenaire avec un S.
écoute, je pense que c'est la 3e année qu'on collabore ensemble. Ouais. Fait qu'il commence à avoir des capsules, que ce soit avec toi, des fois avec de tes collègues. Ouais. Le knowl, la quantité de knowledge qu'il y a là est bonne. Fait que tu cliques sur le profil de Leviat comme partenaire certifié, puis on a un paquet de content qui est ramené sous l'onglet ressources. Voilà, j'ai failli l'oublier. Let's go. Man, j'ai appris, j'ai ri comme d'habitude avec toi. Merci. Merci pour ton temps, puis c'était le fun, mon vieux. Toujours un plaisir. Cheers. All right, folks. Avec Ça se passe, on a une infolette de feu hebdomadaire qui est très moitié fun, moitié fond à notre sauce. Il y a des hot takes, des expérimentations que je fais, des histoires vraies de SaaS, vraiment pour t'aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit par rapport à ta compagnie ou ta carrière. C'est une place où je peux être 100% moi-même. Ça fait du bien, j'adore ça écrire. Fait que d'avoir ce outlet-là, c'est complètement motivant pour moi. Il y a plus qu'il y a 850 SaaS folks puis curieux qui nous suivent. Ça augmente chaque semaine. J'aimerais ça que vous en fassiez partie, puis qu'on se rende à 1000, puis qu'on se rende à encore plus que ça. Ben franchement, ça me craint au bout d'avoir des nouveaux abonnés qui se joignent sur l'infolette. Ça me craint à continuer d'écrire, à continuer de faire de la recherche, de me poser des questions, d'analyser ma conversation avec cette fondatrice-là ou ce fondateur-là. Ça pourrait être transformé en un éditorial que moi, j'amène dans l'infolette. Fait que, si vous voulez aussi, vous pouvez joindre les SaaS Pals. On a un petit forfait payant là, qui permet de nous supporter directement comme individu ou comme compagnie. On a déjà plus que 22 personnes qui nous supportent comme ça. C'est insane. J'en reviens pas. Puis eux, ils font ça en échange contre des extra goodies, right? Fait que pense à, mettons, des updates extra que je fais avec personne d'autre qu'avec eux, des previews de la roadmap du podcast, des rabais sur les événements puis d'autres trucs. Fait que vous pouvez aller sur saspace.com. Il y a un pop-up il y a un pop-up qui va vous apparaître d'en face en théorie. Puis sinon, il y a dans le footer, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous googlez SaaSpace puis Beehive. C'est l'outil qu'on utilise pour l'infolettre. Ça me craint vraiment de voir ça grandir. Puis ça me tient à cœur. Fait que check it out. Puis si vous avez du feedback constructif aussi, vous pouvez me le shooter. All right, folks. Petit shout-out à Unicorn, partenaire certifié SaaSpace. Si ta facture AWS te surprend chaque mois, on a quelque chose pour toi. Unicorn, c'est une équipe KEB certifiée AWS qui t'accompagne dans ton infra cloud. En plus, ils ont bâti Stable, leur propre SaaS, pour réduire et prédire tes coûts en temps réel. Les gens en DevOps puis en FinOps qui l'utilisent capotent. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Écoute aussi l'épisode 126 avec Éric Pinet, leur cofondateur. OK? De retour au pod. Ça se passe, c'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis de tirer par le haut cette communauté tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saspace.com, il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le job board. Si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit, un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts, le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out. Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez ça se passe, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish. Puis last but not least, suivez-nous sur LinkedIn puis Instagram. On met du beau contenu, du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de Ça se passe. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de Ça se passe n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Right? Fait que je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. saspace.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Leviat Légal, des avocats qui sont tech et founder-friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec l'AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année des partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market. Missive, un inbox collaboratif pour vos teams
pour vos communications de team, puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller les voir sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça. Cheers!